Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. Réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Alors Camille Aumont-Carnel, Ouais. plus connue sous le nom de Je m'emballe Clito, tu as 23 ans. Ouais. Mais derrière ce nom, donc Je m'emballe Clito, Ouais. qui en dit déjà long, se cache plein d'autres choses. Tu montres certes une femme forte de caractère, bien trempée, faut le dire, cache, drôle, épicurienne, mais engagée. Ouais. En 2 mots, t'es aussi très dépitée face aux réflexions sexistes ou autres de certains et certaines. Mais t'es aussi sensible sûrement aux confessions des femmes qui sont pas toujours à l'aise en fait pour parler cul. Ah, c'est clair. Bref, tu casses les tabous du plaisir féminin. Mais comme je disais, derrière ce compte Instagram, il n'y a pas en fait juste des punchlines. Il y a plein d'autres choses bien plus sensibles, il y a plein d'autres choses qui te composent. Derrière cette femme d'un mètre... un mètre quoi 85, ouais. Ouais. Je me suis dit. Grand asperge, la meuf. Donc, pour te lancer, déjà j'aimerais savoir qu'on en parle une bonne fois pour toutes de Oh ce là là. compte. Et Ouais, après, on passe aux voilà, choses après on sérieuses. passe au... Ouais, Voilà. je suis chaud. Comment arriver en fait l'idée de Camille, 21 ans, de créer ce compte? Donc il y a 1 an et demi, tout juste quoi. Putain, bah ouais. Ça fait... Oh, j'ai l'impression que ça fait tellement plus, c'est bizarre. Comment est venue l'idée? Bah écoute, à la base, moi je suis cuisinière. C'est ouf parce que quand les gens me demandent, ils sont toujours persuadés. T'étais dans la mode? Ouais. Dans la com, toi. Dans la com. Mais ils ont pas cherché alors. Hein. Ils ont pas cherché, donc voilà. À la base, moi je suis cuisinière parce que c'est ma passion. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours voulu faire ça. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'avais un papa qui était passionné de cuisine. Donc si tu veux, moi, mon petit train-train d'école de cuisine, gastronomie pendant 4 ans, le truc, je prends tellement cher. Je bosse avec des machos, pas possible, avec... bon bref. Ce qu'on appelle les... T'étais à Ferrandi, hein. Enfin, ceux qui Oui, connaissent... bon, ouais, j'étais à Ferrandi pendant 4 ans. Voilà. Très bonne école, des stages plus ou moins... non, toujours super instructifs. Ouais. Mais c'est quand même un putain de milieu macho, quoi. C'est des réflexions au quotidien sur la taille de mon cul, sur le fait que j'ai les cheveux courts et que je suis une femme. Et être noire. Bah, être noire aussi, mais ça, c'était jamais frontalement. Tu vois, c'était toujours pas déduit, mais sous-entendu. Déguisée. Ouais, déguisé, sous-entendu. Et puis, de toute façon, tu t'en rends très vite compte. Il n'y a pas de noirs en cuisine. Les noirs en cuisine, c'est les plongeurs, c'est les femmes de ménage, c'est, tu vois, les ouvriers qui viennent nettoyer la hotte. Enfin, c'est même pas caricatural ce que je suis en train de te dire. Alors, là, je te coupe, désolée. Ouais. C'est juste que j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il existe une femme chef noir étoilée en France? Non. Non? Bah non, je voulais être la première. Non, il y en a pas. Ok. C'est, ouais, fait chier, hein. Mais en fait, moi, ouais. Donc... Voilà. Bon, on a la réponse. Voilà, on est dans le contexte. Voilà, allez, bisous, merci, ciao. On est en 2020. Donc, oui, bah les mentalités, tu sais, on est... Mais donc, tu étais face à toutes ces critiques. Je suis face à toutes ces critiques. Donc la notion de féminisme, c'est obvious. Je dois me battre tous les jours pour que on ne m'insulte pas, on ne me prenne pas ma place, on me respecte en tant que femme. Donc pour moi c'est ça la définition de féminisme, c'est arriver à avoir les mêmes opportunités que le mec à côté de toi qui ça se trouve moins bon, c'est arriver à, tu vois. Donc pour moi c'était très présent, c'était mon combat de tous les jours. En plus de ça, si tu veux, j'ai une mère qui est profondément féministe. J'ai une maman diplomate qui a toujours tout niqué dans le game au boulot, qui était tout le temps en voyage d'affaires, alors que moi mes potes c'était mon papa il est en voyage d'affaires et ma maman elle fait les courses. Moi c'était ma maman elle est en voyage d'affaires et mon papa il fait la couture et il fait les courses. Ça a été le format. C'est ton schéma Ouais, ça a été mon schéma parental, mais donc trop bien parce que t'as juste besoin d'un contre-exemple pour te rendre compte que c'est pas partout pareil. Donc déjà dans ma tête, moi j'étais la relou qui au collège, à chaque fois qu'il y avait un exposé, c'était les femmes qui ont changé le monde. Tu vois le délire ou pas? Donc depuis toujours. Et après Ferrandi, ça n'a fait que confirmer Et même avant même de faire de la cuisine, je voulais rentrer dans la cuisine parce que je voulais marquer l'histoire. C'est pas parce que j'aimais bien les légumes et les sauces, quoi. C'était parce que je voulais être la première chef-feu noire française étoilée au guide Michelin. C'est mon rêve depuis toute petite. Donc je suis en cuisine, je finis mes études, je bosse, je m'apprête à bosser dans un resto qui s'appelle Potoka avec une chef. Donc la première fois que je bosse avec une chef. Donc trop bien, je suis trop contente. Et
je suis chez mon meilleur ami Scott et j'entends... on est en lendemain de soirée, donc grosse décuve. Et j'entends mes 4 potes mecs discuter et parler de cul. Et plus précisément, parler de plaisir féminin et de... En gros, comment faire jouir une femme. Donc moi, à cette époque-là, j'ai 21 ans, mes potes en ont 26, 27. Donc ça fait belle lurette qui ken. Chaud. Ah non, mais moi, ça a été... j'ai disjoncté, hein. J'étais là, j'ai fait... De leurs phrases. Ah mais de leurs phrases et de leurs techniques. Le plus chaud, tu vois, c'est pas tellement le fait qu'ils racontent de la merde. Ça, au pire, voilà. C'est pas pour donner des clichés, mais j'étais déjà au courant. Mais c'est surtout à quel point ils étaient persuadés de raconter des trucs sensés et à quel point ils s'instruisaient les uns les autres avec de la merde. Et c'est là le problème, et c'est ça le plus dangereux. C'est qu'en fait, ils se passent des infos et ils se posent des questions et ils répondent à des questions avec des infos de merde. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils pensent avoir raison. Voilà. Et là, je me suis dit, mais il est là le problème. C'est pour ça, c'est une espèce d'épidémie, tu vois, de non-savoir. On peut pas non plus leur en vouloir, personne ne leur a jamais appris. Puis même nous. Et puis même nous, tu vois, on va pas faire les malines non plus. Voilà, même nous, on n'est va pas, faire les malines, voilà. Et là, je me dis, arrête, c'est abusé. Et j'ai toujours, de toute façon, moi, je suis une grande gueule de ouf, donc j'ai toujours voulu. Moi, ça a toujours été dans ton caractère. Ouais. Ça m'a sauvée, hein. Ça m'a sauvée. Ah mais ouais. depuis toujours, mais bien sûr. Moi, tu vois, il y a personne qui me faisait chier au collège, en primaire ou au lycée. Et j'étais la nana qui prenait par la main les gens qui se faisaient visiter pour les emmener chez le CPE. Tu vois, ah oui, non. Moi, c'était terreur au lycée, quoi. Je faisais peur. Mais sans jamais être méchante. Tu vois, je suis plus du genre à imposer que à... Tu vois, la recherche de la justice. Ouais, un peu. Mais j'ai Mm. toujours détesté. Ça m'a toujours énervé, les gens qui faisaient du mal juste comme ça parce qu'ils avaient une estime d'eux-mêmes de merde et qu'ils avaient pas confiance en eux. Bref. Mais donc, du coup, on est face à ces potes qui... On est face à ces potes qui racontent de la merde. Et là, je me dis, bah vas-y, tu sais quoi ? Je vais leur apprendre. Tout simplement. C'est ce que je sais faire de mieux, ouvrir ma gueule et faire des punchs. Et clasher. Donc, j'ai ouvert Instagram. Non, mais là, je te le raconte tel quel, ça s'est passé en 3 minutes top chrono. Hein. J'ai ouvert Instagram. Ça faisait 2 semaines que je réfléchissais. Je me disais, putain, les expressions qu'on utilise, c'est de la merde. En tant que femme, je me reconnais dans que dalle. Les expressions du quotidien. Ouais. Les expressions du quotidien, je me reconnais dans que dalle. Les mots, les insultes, ça va pas. Tu vois, t'insultes les gays, t'insultes les lesbiennes, t'insultes les prostituées. Il y a toujours un truc qui t'insulte les mères célibataires. Voilà. Et là, je me dis, on s'en bat les couilles, je m'en bats les couilles. Je disais tout le temps ça. Et je me disais, mais meuf, avant même de faire des grands discours, mais change ta façon de parler. Enfin, est-ce que tu vas... Tu sais, il y avait tout le discours de, la féminisation des métiers, la féminisation de la langue française. Mais moi, j'ai pas à attendre. Je vais tout simplement commencer à utiliser les expressions qui me plaisent. Et c'est comme ça que je m'en bats le clito. Ça faisait déjà 2 semaines, je dis, ouais, non, mais moi, je m'en bats le clito. Et là, j'ouvre Insta et je me dis, mais en fait, vas-y, je m'en bats le clito. Donc, je crée un compte qui s'appelle je m'en bats le clito avec une adresse mail qui va avec. Je m'en bats le clito@gmail.com. Je vais sur Canva, une application où il y a des templates. Je prends celui qui me saute le plus aux yeux. Parce que ça, il y avait un truc, je pense, c'était clairement inconscient, mais j'avais compris que sur Insta, avant même de raconter quelque chose d'intéressant, faut que t'aies un template et t'aies un feed qui change de l'ordinaire et qui fasse qu'on le voit et on se dise, mais si, c'est la meuf de... C'est ça. Mais il y a des comptes pépites en contenu qui ont tellement une charte graphique de merde qui ne décolle pas. Il y a des comptes qui racontent de la daube en boîte, qui ont tellement une charte graphique de ouf et une ligne édito où on sait que c'est eux que ça décolle. Donc, je prends... Donc, en gros, pour faire court, noir sur blanc et blanc sur noir, c'est mort. Je prends un template beige avec un liseré rouge autour, une police plutôt classique, mais qui peut se lire sans forcément ouvrir la publication, et ça, c'est intéressant. Et je commence à raconter ma vie sexuelle. Le truc qui m'est arrivé la veille, le truc dont je parlais avec mes 2 meilleures amies avant-hier, mon fantasme, enfin bref. Et je poste ça sur Insta avec un hashtag je m'en bats le clito. Mais là, je te dis ça, j'ai commencé, il était 15h15, à 15h18, c'était fini. Hein. Et je me dis, bon, écoute, tu fais quoi avec son truc Je l'ai dit à personne. Mes potes étaient à côté, hein. Non mais... Donc il y avait 4 pecnos là en train de raconter de la merde sur la masturbation. Et là, je me dis, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Donc instinctivement, j'écris à Tajoui, il est 15h19. J'écris à Tajoui, je dis, écoute, meuf, on se connaît pas. Le compte Tajoui. Ouais, le compte Tajoui, ouais. Compte Instagram Tajoui. Qui était à ce moment-là le seul que je connaissais. Qui est... Dora Muto. Voilà. Alright. Et je lui dis, écoute, meuf, on se connaît pas, j'aime plutôt bien ce que tu fais, je sais pas dans quoi je me lance, mais je me lance. Et elle a fait le truc que j'ai sous-estimé à l'époque parce que moi, j'étais pas capable de le faire, qui est quand un compte de plus de 200 000 ou 300 000 abonnés te partage en story. Et que tu te prends ce qu'on appelle une rafale dans la gueule d'abonnés qui déboule comme ça. J'avais 4 posts sur mon compte. Donc je fais ok, bon, je crois que j'ai genre 1000 abonnés au bout de la première journée.
Mais c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Ah, c'est. J'en avais 80 sur mon compte perso. Je continue, je me dis bon, ok. Tu sais, au début, je prends le truc, mais pas du tout au sérieux. Le soir, j'écris à mes potes, je dis, les meufs, regardez. Mais je me marre, hein. Les meufs, regardez ce que j'ai fait et tout. Tout de suite, bah, j'en ai quelques-unes qui sont, mais c'est trop bien, qui relaient en story alors qu'elles ont 100 abonnés, tu vois. C'est vrai, c'est sans de la veine, ça, c'est les vrais. Et après, ça a été le carnage. Parce que je prenais, genre, je sais pas, 500 abonnés par jour. Donc j'ai eu 10 000 abonnés en moins de je sais pas combien de temps. Tout le monde qui commence à s'intéresser à ton compte. Et là, tu te dis, bon, ok. Et puis tu prends 10 000, et puis 20 000, et puis 30 000, et puis 40 000, et puis 50 000, et puis c'est de pire en pire. Et plus t'as d'abonnés, parce que plus t'as d'abonnés qui partagent en story, qui rapatrient eux-mêmes leur propre communauté sur ton compte, enfin c'est comme ça que ça marche. Oui, et puis t'as continué du coup à moi je racontais à vouloir oui, poster. non, mais Parce que du coup c'était pour toi c'était tu racontais ta vie. Mais je me suis dit je vais raconter ma vie. En fait, c'est ce qui manquait sur Insta, j'avais pas de vrai contenu. Je trouvais que c'est quand même très fake et j'avais pas encore cette notion de l'influenceuse qui fait du vrai parce que je trouvais que même les influenceuses qui faisaient du vrai, elles faisaient du fake et ça me gavait de ouf. Et je me suis dit mais pourquoi ne pas passer tout ce qui est dans la vie privée sur la sphère publique? Et c'était ça, c'est-à-dire que... Surtout que tu passais par de la phrase. Ouais, je passais par de la phrase. Pas par de la photo. C'était pas par de la photo, non. Mais moi, c'était 4 fois plus puissant. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ça, j'allais raconter ma vie sexuelle en temps et en heure sur Insta. Et je me suis toujours dit, et ça c'est le truc qui me suit depuis le début, c'est que quand je sais pas comment dire un truc ou quand... Parce que tu sais, il y a ce phénomène de plus t'as d'abonnés, plus tu t'auto-censures. Et c'est ça le gros danger quand t'as des grosses communautés, c'est de pas devenir esclave de ta propre communauté et de continuer à faire exactement ce qui te sort du trou de balle. Et je me suis toujours dit, comment je l'aurais dit à ma meilleure amie? Tu vois, au bout de la 4e bouteille de pinard, comment je l'aurais dit à Johanna, ma meilleure amie? Et c'est comme ça que je me suis toujours dit, faut que je fasse ça en fait. Est-ce que je te l'aurais raconté comme ça? Elle me dit, mais jamais t'aurais dit comme ça. Tu m'aurais dit ça. Ah ok, t'as raison, j'avoue. Et c'est comme ça qu'après c'est parti. Et je pense que je me suis pas rendu compte. En fait, il y a 2 options. Soit j'ai répondu à un besoin, qui était de libération de la parole et de contenu vrai et sincère concernant des trucs que la société a essayé de nous faire comprendre que c'est sale. Soit j'ai créé un besoin sans m'en rendre compte. Mais je pense que c'est plutôt la première option. Parce que il n'y avait pas de contenu. Et moi, j'ai un peu créé le contenu qui me manquait depuis toujours. Oui, parce que honnêtement, c'est pas à 20-21 ans que tu t'arrives en tout cas... Enfin, moi, personnellement, il y a 5 ans, j'aurais été incapable de... J'aurais trouvé ça génial, mais j'aurais pas eu les ovaires, tu vois. La paire putain d'ovaires. D'arriver à me dire, comme tu dis, genre, non, mais c'est peut-être sale, c'est peut-être mal vu, tu vois. Il y a un côté très... Et moi, il m'a fallu un déclic, il m'a fallu les entendre parler. Et j'étais là en mode, frère, genre, vraiment, on est là-dessus, là. Tu te fous de ma gueule. Et puis, tu vois, c'est pas des mecs cons. C'est des mecs qui ont été super bien élevés, c'est des mecs qui ont voyagé, c'est des mecs qui ont bac plus... Enfin, c'est des têtes, les gamins. Enfin, les mecs. Et là, je me dis, waouh, mais si eux... Mais alors ceux qui ont manqué d'éducation... C'est juste que, honnêtement, c'était plus l'inconnu aussi. Ça fait que très récemment qu'on parle de... c'est pour ça que je pointe pas du doigt. Tu vois. Je suis vachement dans la... J'essaie d'être dans la pédagogie, de me dire, bon, écoute... Parce que moi, je pense qu'aussi bien pour les femmes. Tu vois, il y a un gros truc à faire de notre côté aussi. Bien sûr. D'arriver à libérer notre propre parole. Et je pense que, comme tu le dis, il y avait peut-être ce besoin de libérer ta parole pour... pas pour te justifier. Non. Mais plus pour dire, bon, mais c'est ça, c'est-à-dire que je pensais raconter ma vie, mais en fait je me suis rendu compte que je racontais la vie de centaines de milliers de femmes. Mais est-ce que du coup c'est toujours comme ça? Mais c'est de pire en pire. Non mais là à l'heure d'aujourd'hui, comment toi en tout cas tu fais en fait les choses sur le compte, sur ton livre aussi, qui est sorti, donc éponyme Je m'emballe clito. Pour toi c'est toujours, tu continues à raconter ta vie? Mais de ouf. Ouais, de ouf. Mais c'est-à-dire que tu sais quand j'ai mes règles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 3 posts que sur les règles. Ou tu sais quand je suis en SPM, tu sais quand j'ai pécho un mec, tu sais quand j'étais complètement torchée en boîte. J'essaye de rester un maximum fidèle à ça. Même si, là maintenant j'ai réussi à dissocier Camille de Je m'emballe clito. Voilà, c'est peut-être 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Franchement, c'est 85% de ma life. Ou alors la vie de mes potes, donc ça, franchement, ça revient au même. Tu vois, c'est des trucs, je m'inspire En fait, je m'inspire de mon quotidien et des femmes qui m'entourent. C'est ma plus grande source d'inspiration. Tu vois, genre en mode, qu'est-ce qu'elle a foutu de son cul, ou avec qui elle a couché, ou comment. En fait, c'est juste un gros travail de recul sur des trucs qu'on calcule même plus.
Tu vois, le tampon qui fuit, le doigt plein de sang quand tu mets un tampon sous applicateur, enfin, les pertes, juste, tu vois, la vie, quoi. Et sans quoi, il y a un côté cru et trash qui pourrait, en fait, comme tu dis, être adapté à plein d'autres personnes. Ouais. Et il y a plein d'autres choses aussi que tu dis qui peuvent être, au final, très personnelles et que tu n'aurais pas forcément envie de partager. Tu parles dans ton livre de l'endométriose. Ouais. C'est pas évident d'arriver à parler de ça sur soi. Non, de ouf. Et surtout d'arriver à s'en libérer aussi. D'avoir du recul. Bah, c'est le parfait équilibre entre Camille et je m'en bats le clito, quoi. Ouais. C'est le parfait équilibre entre... Il y a des fois, il y a des trucs où je me dis, je me dois de le faire au nom de je m'en bats le clito. Mais du coup, ça aide autant Camille, tu vois. Mais là, maintenant, j'arrive à sortir de je m'en bats le clito pour être Camille et consulter mon compte en tant que Camille, abonnée. Parmi tant d'autres. Et ça, c'est un truc que j'arrive à faire depuis quelques mois et qui est très chouette parce que moi-même, ça m'aide. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que t'arrives en disant « Attends, mais moi j'ai zéro tabou, moi je suis super chill, ma sexualité, du coup je vais créer un compte. » Non, c'est pas ça, c'est tu le crées parce que t'en as un... En fait, c'est du gros mytho. Les gens qui vont me dire « Non, mais en fait, moi vraiment je répondais à un besoin, j'avais vraiment ce besoin de partager avec les autres, de faire en sorte que... » Non, c'est du mytho. À la base, tu le crées parce que t'en as besoin, toi, en tant qu'individu. C'est un acte purement égoïste. Et après, tu te rends compte qu'il y a des gens à qui ça fait du bien aussi, tu vois, outre que toi. Mais c'est pas... il n'y a pas de mission... de trucs où c'était ma destinée de libérer la parole des femmes, c'est du mytho. T'as juste un fucking traumatisme que t'as besoin de régler avec toi-même. Il y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui créent des comptes Insta. Il y en a qui font des podcasts. Voilà, tout simplement. Non, c'est vrai. Et après tu fais avec ce que t'as sur le tas. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui déboulent, et bah oui. Donc là, tu te sors les doigts et t'essayes de construire un truc logique. Mais à la base, c'était pas le cas. C'est pas vrai. Et les gens qui te diront le contraire, c'est pas vrai. Là, ça devient un espèce de truc universel, mais à la base, c'est moi qui parle, quoi. Parce qu'à ce moment-là, bon, je pense que tu l'as dit toi-même, tu te doutes pas une seconde que ça décolle à ce point. T'es quand même, tu l'as dit, en train de commencer un job. Ah, mais moi j'ai bossé. Je sais pas, chef sous-chef. Ouais, chef de partie, commis, mais voilà. bien sûr, mais oui. Non, mais... Chef de partie. Ouf, excuse-moi. Malheur. Excuse-moi. Mais oui, donc comment, en fait, on se retrouve à... peut-être switcher complet et se dire bon là je suis en train d'approcher un angle, comment on passe d'une idée à concrétiser quelque chose, parce que c'est bien beau en fait de dire bah voilà j'ai 300 000 abonnés, bah oui mais en fait est-ce que du coup toi tu as voulu rester dans la cuisine, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête, est-ce que ça va... Dans ma tête en fait je me suis très vite, en fait tu te rends compte, tornade de ouf, pour plein de choses. La première raison, si je suis totalement sincère avec toi, c'est que la peur de la déception, déjà personnel, c'est-à-dire que je m'en sortais très bien dans ce que je faisais. On parle de la cuisine. Ouais, on parle de la cuisine. À l'école, je m'en sortais très très bien. J'ai toujours eu des chefs qui m'ont suivi et qui m'ont poussé de ouf, qui ont été souvent beaucoup plus durs avec moi qu'avec d'autres. Ils m'ont avoué plus tard que c'était parce qu'on voyait le potentiel et que tu pouvais faire de grandes choses. Parce que j'ai juste une mère qui a investi près de 50 000 € dans mes études. Bon bah voilà, tu sais, que dalle, tu vois, juste 2-3 petits euros. Parce que tu fais chez tout le monde avec ça depuis que t'as 5 ans. Que toi t'as un rêve et qui est devenu le rêve de tous tes proches. Et que c'est un peu, tu sais, quand tu quittes un mec et que tu dois redire à tout le monde que vous êtes plus ensemble. Tu vois, ce truc trop chiant où t'aimerais juste faire un mail groupé. Bah j'étais un peu dans ce truc où je me disais, mais qu'est-ce que je branle de ma vie? Et ça a été très simple, c'est-à-dire que je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le fais pas. Enfin, tu le fais jamais, c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Mais dans tous les cas, tu ne regretteras pas. Et je me connais. Je suis plus du genre à tester, à chier et à revenir après sur mes pas et dire bon bah écoutez, j'ai testé. Plutôt que de me dire non mais de toute façon ça va jamais décoller. Franchement, Makito c'était un truc vite fait amateur. Donc, je bosse depuis 3 mois. Même pas. Le compte a lui 6 mois. Je suis toujours anonyme. J'ai gardé l'anonymat très longtemps, jusqu'au moment où j'ai arrêté de bosser. Et j'ai décidé de me consacrer entièrement à ça. Parce que j'avais peur de la retombée raciste. C'était la seule raison pour laquelle j'étais... C'est vrai ? Ouais, j'étais restée anonyme. Et j'en parle à ma mère. Et je lui dis, écoute maman... C'est 6 mois que t'avais créé le compte. Ouais. Et je lui dis, écoute, je sais pas si j'ai pas envie de voir ce qui se passe avec mon mec Lito. Et ma mère qui... ouverture d'esprit, ma mère a 63 ans, mais ouverture d'esprit comme c'est pas possible, féministe comme c'est pas possible. Elle me dit, t'aurais pu faire CAP coiffure que je t'aurais suivi. Sans vouloir dénigrer les métiers, mais voilà. Oui, parce que t'as fait un CAP cuisine. J'ai fait un CAP cuisine, donc c'est pour ça. Mais elle me dit, écoute, écoute-toi quoi. Écoute-toi. Et dans tous les cas, elle me dit, tu te donneras les moyens d'être brillante dans tout ce que tu fais, parce que moi, c'est mon côté très carriériste et très perfectionniste. Ouais. Si je fais un truc, j'excelle, sinon je fais pas.
Donc, j'arrête la cuisine. Gros choc ou pas en toi? Ou ça s'est fait de façon en fait. Ah, mais tellement pas. Ah, Ouais. mais tu sais, moi, je suis très YOLO. Hein. Ah, non. Moi, à partir du moment où j'ai décidé un truc, voilà. Par contre, autour de moi, maman. Parce qu'il y a eu, tu sais, la période où je me dis, mais je concevais pas le concept d'influenceuse comme métier ou lifestyle. Donc pour moi, je me revoyais reprendre mes études et faire une fac de journalisme. Tu vois, que meuf, voilà. Pour être Option influence, s'il vous plaît. option influence, et puis surtout, je suis jamais là parce que juste, tu vois, j'ai un compte qui me prend tout mon temps. Bref. Donc, j'arrête. J'ai posé ma dème et tout, enfin bref. Carnage, carnage autour de moi, mes chefs à l'école. Carnage. Tout le monde est dépité, mon entourage, mes potes qui. Tu culpabilises? Jamais. Non. Ah, j'ai jamais culpabilisé une seule fois. Tu sais, j'ai arrêté la cuisine, j'avais 21 ans. Si je veux reprendre, j'ai 23 ans à l'actuel, si je veux Bien reprendre la sûr, cuisine, je bien reprends sûr. demain. Mais après, ça reste humain, tu vois, ça te Ah oui, parfois est-ce qu'on que j'ai eu. ressent. Alors, culpabiliser ou sentiment d'échec? Parce que c'est pas. Tu vois, c'est pas pareil. Est-ce que j'ai culpabilisé? Non. Est-ce que j'ai eu un sentiment d'échec? Tout à fait. Ah ouais? Bien sûr. Parce que t'arrêtes la cuisine, tu vas pas me faire Ce qui est croire. étonnant au final. Ouais, ce qui est étonnant. Mais sauf que t'arrêtes la cuisine, et notamment les grands étoilés, les trois. Tu ne reviens pas. Enfin, C'est vrai? Tu reviens pas dans ce milieu-là une fois que tu le quittes? non. Très très peu. Parce que c'est une vie de merde. Une fois que t'as goûté à la vie plus ou moins normale, entre guillemets, en gagnant autant, voire plus, qu'est-ce qui va te faire que tu vas revenir? À part, ouais, la passion, ouais, ça va 2 secondes. Donc, à l'heure actuelle, bon, après, je t'avoue qu'avec mes autres projets, impossible que je me fasse réembaucher dans quelconque restaurant de France qui soit. Donc, la seule option est d'ouvrir mon propre restaurant. Mais C'est pas dégueu non plus. c'est pas dégueu non plus, ça fait partie des projets. Mais à ce moment-là, je me dis, écoute, meuf, tente quoi. Enfin, moi, je suis toujours la meuf à dire, non mais fais, après. Il y a un truc en espagnol, ils disent primero lo hacemos y luego vemos. Ça veut dire d'abord on fait, après on avise quoi. Et moi, c'est pareil, j'ai d'abord ouvert ma gueule et après j'ai regretté. J'ai d'abord. Bon. Donc, je me barre quoi. Faudra m'expliquer d'où ça sort l'espagnol. L'espagnol. Ah, mais parce que j'ai grandi en Espagne. Voilà, Ouais. on en reviendra. On Parce en que là, revient, j'ai tout comment c'est sorti, c'était beaucoup trop naturel. Je vais tout vous expliquer. Voilà. Et donc, j'arrête. Et si tu veux, le lendemain, j'ai fait mon premier plateau télé. Daphné Burki, Je t'aime, etc. Qui m'avait invité. Et c'est comme ça que j'ai dévoilé mon identité. Plan de com de ouf. J-2, vous allez voir ma gueule. Swipe up, machin. Attends, mais à ce moment-là, t'es toute seule ou t'as trouvé le moyen de t'associer? Ah non, je suis toute seule. Ok. J'ai géré mon compte toute seule pendant plus d'1 an. Ok. Bon, je le gère encore toute seule. Maintenant, j'ai attaché de presse, agente, enfin, tu vois. Mais j'ai géré mon compte toute seule, presse, service après-vente, service client, toute seule. Post, DA, graphiste, story, tout. Mais c'est bien, hein, moi j'ai kiffé à ce moment-là. Du coup, mes stories ressemblaient à rien avant que je comprenne un peu comment ça marche Insta. Tu vois. Je faisais des trucs, enfin bref. Mais c'est bien, c'est authentique, j'ai rien supprimé, j'ai jamais rien supprimé. Mes posts où il y a des fautes, je les ai pas supprimés. Mes toutes premières illustrations qui étaient encore faites par par Flora, qui est l'illustratrice de livre, faites encore au crayon, photocopier, j'ai tout laissé moi. Je laisse tout. Maintenant on me fait des BD, des trucs, enfin, tu vois. T'as plus le time. Le truc est scandaleux, j'ai dit à Lilu pour le 31 décembre, tu vois, on est sur un autre level. Mais à la base, c'était très très Est-ce que authentique. c'est pas un coup à justement prendre la grosse tête? Absolument pas. Je ne pense. Mais c'est ma nature, quoi. C'est ma nature et c'est les gens dont tu t'entoures. Et je pense que c'est ton socle à la base. Je n'ai pas changé, c'est mon entourage qui a changé. Et ça, je développe. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où les gens ils te disent non mais prends pas la grosse tête, deviens presque comme tu es, machin. Moi, j'en ai jamais douté une seconde de cet aspect-là. Mais il y a tes potes qui te sacralisent un peu, quoi. Tu vois, il y a ton premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Ton premier cercle ne change pas, ton troisième cercle ne change pas. Ton troisième cercle, voire même, t'es crème. Et t'as ton deuxième cercle d'amitié ou de proches qui te sacralise un peu, quoi. Tu vois, il y a ce côté, tu peux pas aller au resto, enfin, ils se sentent obligés de dire que t'es je m'en bats avec Lito. Non mais attends, la meuf elle a je sais pas combien d'abonnés sur Insta. Ils se sentent obligés de... Ouais, faut pas des choses avec la fierté aussi, ils sont contents Ouais, d'être fiers de toi. Oui, mais c'est vrai que... mais tu vois, j'avais l'impression de faire des exploits beaucoup plus importants quand j'étais en cuisine et que j'étais la seule noire à bosser dans des 3 étoiles Guide Michelin, que j'ai bossé avec le meilleur chef du monde, enfin tu vois, des trucs, que j'ai eu des ascensions de ouf, que j'ai toujours tout... Enfin, pour moi, j'accomplissais des trucs, mais bien plus... pas gratifiants, mais dont on avait bien plus à être fier, tu vois, et pourtant c'était pas le cas. Donc c'est à ce moment-là que tu te rends compte à quel point pour certaines personnes t'as de la valeur en fonction des abonnés que t'as.
Et c'est là que c'est très compliqué de pas prendre la grosse tête parce qu'on veut t'avoir partout, on veut t'avoir sur tous les shootings, toutes les marques veulent bosser avec toi, on veut t'avoir sur tous les plateaux télé, tout le monde veut faire des articles sur toi, tout le monde... Mais ça, c'est le temps du buzz, tu vois, c'est-à-dire que l'année d'après, tout le monde en a plus... Enfin, personne n'en a plus rien à foutre. Donc c'est compliqué de... Et puis t'as pas le temps. Enfin, en fait, j'ai jamais eu le temps. Mes potes m'en ont jamais voulu de pas avoir le temps quand je bossais en cuisine. Ils m'en ont voulu de pas avoir le temps quand je faisais le métier que je faisais, alors que j'ai tout autant peu de temps. Oui, comme si c'était pas légitime. Ouais. Des trucs... Ah bah maintenant que madame est connue... Tu vois, donc je n'ai pas changé du tout. C'est mon entourage qui a changé. Moi, je m'efforce à... Oui, c'est quand même un travail que tu fais sur toi. Ouais, sur moi. Après, très sincèrement, tu sais quoi, je me bats le clito, quoi. Mais de ouf. C'est-à-dire que moi, je fais mes trucs. Après, si l'entourage qui est pas assez proche de toi et lucide pour comprendre tout ce qui peut t'arriver et tout ce que... Mais je pense que j'ai passé une des étapes les plus dures, tu vois, qui est le success story, le buzz, quoi, du moment. Où t'es genre, tu vois. Et si t'as pas pris la grossette à ce moment-là, et que t'as su... J'ai eu la période de... Non, mais je gère tout toute seule. Enfin, je veux dire, y a pas quelqu'un qui va me dire quoi faire, quel média faire. Quand tu passes ce truc-là où tu te dis, non, mais ça va, meuf, en fait, tout le monde a besoin de gens. D'un associé. Arrête. Tu peux pas gérer toute seule, c'est bon. Enfin, il y a des trucs, faut comprendre ce que personne ne pourra faire à ta place et ce que tu peux déléguer. C'est juste une question de survie. Si Camille n'est plus là, mon mec Leto n'est plus là. C'est très simple. Donc, est-ce que Camille, tu vas pas prendre soin de toi, Camille, pour être sûr que mon mec Leto reste ? Bah, si, clairement. Comment on prend soin de soi alors ? Camille, comment elle prend soin de soi ? Mais en continuant à faire exactement ce qu'elle faisait avant, quoi. Ouais, à aller au resto, à aller dans les mêmes restos, à avoir les mêmes potes, à sortir en boîte, à ne pas céder à l'image que les gens attendent de je m'en bats le clito. Tu vois, à continuer à faire des stories bourrées en boîte, à twerker salement, à me prendre des grosses cuitasses, à boire de la bière dans la rue, enfin, à continuer à faire exactement ce que j'étais en train de faire. À continuer à ouvrir ma gueule quand j'ai envie d'ouvrir ma gueule, à continuer en ne modifiant rien à mon quotidien, alors que je pourrais l'avoir modifié, mais tellement plus. Pourtant, non, j'ai pas spécialement envie, j'en ressens pas spécialement le besoin, tu vois. Mais il y a ce côté de voir, en fait, c'est ouf à quel point je pense que j'aurais pu faire une étude sociologique sur le concept d'influenceuse, quoi. De à quel point, en devenant un personnage public, tu deviens quelqu'un à travers des gens qui ont cliqué sur un bouton s'abonner. J'aurais pu raconter la plus grosse des merdes. J'aurais pu... Ah, mais il y en a qui racontent la plus grosse des merdes. Ça devient barjot. Enfin, les gens t'écrivent, t'appellent, mais tu sais, mais des erreurs de débutant. Il y avait mon numéro sur mon compte Insta, il y avait le bouton appeler. Tu sais, tu t'enregistres. Moi, je dis, bah, truc avec des informations, oui, 07. Tu vois, des trucs. Maintenant, les gens qui t'arrêtent dans la rue. Ah, ça t'arrive, ouais. Tous les jours. Ça, c'est un truc, je peux comprendre que certains deviennent... Mais je pense que tu pètes un câble quand à la base, t'étais pas sûr de toi. Et que du coup, tu te vois à travers l'image des gens qui te vénèrent un peu. Et du coup, tu te vois un peu comme une déesse ou un dieu. Et c'est à ce moment-là que tu prends la grosse tête. Si à la base, tu sais que... Moi, je le dis, moi, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Hein. Après, autant faut arriver à continuer. Mais sur le long terme. C'est ça. Ah, mais une fois qu'on est consciente, tu vois, moi, je vais tout faire. Une grosse partie de mon énergie, c'est ne pas prendre la grosse tête et ne pas devenir une espèce de vieille meuf qui sent plus péter alors que, tu vois... Alors que demain, nos comptes Instagram disparaissent, on n'est plus personne, tu vois. D'où ce besoin de matérialiser vachement mes idées et mes projets, d'où le livre, la marque. Oui, voilà, c'est ce que t'en as sorti un livre. Ouais. Bon, certes, t'as été accompagné aussi derrière. Mais le contenu, c'est moi. C'est important de le dire, je pense que tout ce que tu fais aussi, c'est grâce à plein de gens autour de oui, toi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens dans l'ombre que forcément, dans tout travail, de toute façon. Oui, bien sûr. C'est sûr. Mais après, c'est vrai que... Mais comment, justement... tu arrives à vivre aujourd'hui, puisque pour switcher à dire bon bah non, j'arrête la cuisine, je me consacre à je m'en vais clito. C'est ça. Ouais. Économiquement, tu veux dire ? Par exemple ? Bah économiquement, moi je ne gagne tout. Enfin, je vais commencer à gagner ma vie en 2020, mais volontairement, j'ai rien monétisé jusqu'à maintenant. Là, je commence à réfléchir à comment. Mais parce que je pense qu'il faut toi-même que tu sortes de l'eau. J'aurais pu monétiser dès mes 20 000 abonnés. J'aurais pu faire des stories payantes. On me contacte tous les jours pour des propositions de stories. Je pourrais gagner ma vie si je le voulais déjà depuis bien longtemps. J'ai pas voulu parce que je vois à long terme. Et que, je sais pas, bosser avec des marques, juste histoire de bosser avec des marques, ça, je m'en branle de ouf. Ce que je veux, c'est faire quelque chose de logique, qui colle avec ma ligne édito,
Donc là, je suis en train de réfléchir à tout un tas de trucs pour monétiser et pour en fait ramener de l'argent dans mon activité sans faire des trucs que j'ai pas envie de faire, tout simplement. Tu vois, bosser avec des marques qui font des trucs bien. Et puis moi, tu sais, moi je demande à ma communauté, hein. Enfin les gens ils se cassent le cul, mais moi je balance un quiz. Eh les gars, projet 2020, on fout quoi? Ils me disent, hein. Je veux que tu fasses des culottes brodées, je m'en bats avec Clito. Ok, d'accord. Je veux que tu fasses une collab avec une marque de culottes menstruelles Égérie, édition limitée, des culottes, je m'en bats avec Clito, avec un petit Clito brodé. Je veux que tu écrives un spectacle. Je veux que tu sortes un deuxième livre pour les ados. Je veux que tu... Et t'as envie de faire tout ça? Bah c'était des projets que j'avais déjà en tête, pour te dire à quel point. Hein. Mm. Mais une série façon Sex Education, je veux que tu fasses... tout ça, ça va rapporter de l'argent. Moi, bosser avec... Tu sais, moi, j'ai jamais rien eu contre le fait de monétiser un compte qui a marché et le fait de bosser avec des marques. Il y a toujours ce truc de... Tu défends une cause, du coup, tu peux pas bosser avec des marques, tu peux pas monétiser. Si tu fais intelligemment, tu peux monétiser salement. Salement. Après, il suffit juste de faire les choses bien. Donc là, je vais commencer à gagner ma vie, ouais. Parce qu'il va y avoir les droits d'auteur de mon premier livre qui vont tomber. Si on négocie bien le deuxième, il va y avoir une avance. Tu vois. Donc il y a tout un tas de trucs. Bosser avec des marques, faire des stories pour des trucs, des collabs avec des culottes. Surtout, voilà, tu t'arrêtes pas juste à, comme tu dis, je m'en bats le clito. Mais ça non, va pas 10 du minutes. tout. Mais Ouais, voilà. Mais en fait, moi, d'autres c'est... choses sur lesquelles tu veux investir. Je m'en bats avec Clito, c'est suite. un univers, c'est une façon, c'est une image, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de parler de sujets dont tout le monde a toujours parlé, mais juste, bah, venez, on en parle peut-être autrement. Donc, non, et puis, il y a une différence entre... Là, et je pense que beaucoup d'influx comprennent pas, ce qu'il faut monétiser, c'est non seulement ton concept, mais c'est ta personne. C'est-à-dire que les marques sont intéressées par la communauté que j'ai, et à quel point elle grandit. Mais les marques sont surtout intéressées par moi, ma gueule. Tu vois, la grande noire d'1m85 avec des lunettes un peu fun, de coco rasé, qui pose bien et qui passe bien à la télé. C'est surtout ça qui les intéresse. Mais monétiser ta personne, c'est beaucoup, ça rapporte 15 fois plus que monétiser. Une story me coûtera toujours 4 fois moins que moi sur un shooting. D'une marque qui fait des choses bien, tu vois. Moi, j'ai rien contre le fait de consommer, mais consommer bien, quoi. Surtout quand il s'agit de fringues, de trucs comme ça. Toujours essayer de... On va pas se mentir, on est quand même dans un monde où... Mais essayer de faire du mieux qu'on peut. Tout simplement. Se dire, vas-y, moi, je crée des produits, mais en fait, j'ai rien à me reprocher, quoi. J'ai fait du mieux. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus écologique, le plus responsable. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où je pouvais. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Donc, monétiser carrément. Et c'est ce qui va permettre de gagner ma vie. Tout simplement. Quand tu parles, on a l'impression que tout paraît... pas évident, mais presque. Enfin, tout est en tout cas très naturel, très réfléchi, très... En fait, ça va de soi quand tu dis les choses. Ouais. Et honnêtement, moi, je trouve ça super que tu aies une telle visibilité, que tu puisses en tout cas faire tout ça. Mais, comme on disait, je m'en bats le clito et Camille, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Et quand on regarde juste je m'en bats le clito, on voit le success story, un peu. Ouais, bah oui. Et si on parle d'échecs, comment toi, Camille, il y a des choses qui t'ont peut-être permises d'avancer. Alors, sans peut-être forcément inclure je m'en bats le clito, parce qu'il y a peut-être eu des échecs aussi dans je m'en bats le clito, des choses qui t'ont déçu, des choses qui t'ont peut-être fait voir les choses sous un autre angle. Je sais pas, c'est des grandes portes là que j'ouvre. Ouais. Bah écoute, échec. En fait, moi, mais je pense que ça, c'est mon côté optimiste, mais même les échecs, je les vois comme un truc bien, quoi. Donc, tu vois, là, maintenant, te dire mes échecs, c'est ça. J'ai pas dit que ça te fallait les voir de façon Oui, non, mais je te dis juste que pour moi, tout est arrivé au bon moment et au moment où il fallait. Tu vois, même les moments, si tu veux, je suis en 2e année de cuisine, non, 3e année de cuisine, je fais un stage dans mon premier 3 étoiles au guide Michelin, je tombe gravement malade, ulcère à l'estomac, urgence, enfin un truc carnage. Mais avant d'en arriver à un ulcère, quand t'as 18 piges, il faut y aller. Donc ça veut dire que t'as enfoui, je pense, pas mal de choses. Et puis je bossais avec des gros connards, on va se le dire, hein, très sincèrement. Voilà. Et du coup, je l'ai pas pris comme un échec parce que j'étais trop dans le sous pour le prendre comme un échec. Mais il a été question à un moment donné de se dire, est-ce que tu restes là-dessus et tu acceptes qu'ils t'aient mis plus bactère et tu leur dis, bah écoutez, fuck, vous êtes des gros connards, moi j'ai pas envie de ça. Mais même ça, j'ai pas été capable. C'est-à-dire que je suis retournée, j'avais interdiction prescription de retourner dans ce stage. Hein. J'y suis retournée, j'ai fini mon stage. Et j'ai eu une bête de notes, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais... Et tu sais ce qui m'a... C'était un échec pour un moment de gloire parce que je suis revenue et ils m'en ont voulu de pas avoir été là. Et à partir du moment où, en fait, tu leur as manqué, c'est que t'étais bonne dans ce que tu faisais. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit, mais j'ai tout gagné, les gars. Vous avez été dans la merde quand j'étais pas là ? Je suis stagiaire.
Et encore, faut-il l'avoir analysé comme ça. Ah, mais moi, je l'ai pris comme ça. Moi, je leur ai dit, ma plus grande victoire, ça serait qu'ils me mettent cher parce qu'en fait, putain, tu nous as foutu dans la merde. À quel moment une stagiaire fout dans la merde ? À quel moment ? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tellement bonne dans ce que je faisais que le fait que je parte un mois, parce que juste j'avais des trous dans l'estomac, ça vous a foutu dans la merde. Moi, j'ai tout gagné ici. Ouais, mais, les gars, mais on fait ce qu'on voulait. Ah, mais j'étais là en mode. Vous m'avez montré ce que je voulais pas être plus tard, et rien que pour ça, c'était le plus bel échec de ma vie. Et surtout, je suis revenue, tu vois. Là où. Et j'en ai tellement appris sur moi-même, sur ce que j'étais capable de faire, sur mes valeurs, tu vois, à un moment donné où en fait tu peux te prendre des charges à tout moment et on peut te démonter la gueule à tout moment. Qu'est-ce que t'es prêt à faire ou non ? À quel point t'es prêt à te mettre en danger ? À quel point t'es prêt à défendre l'autre ? À quel point t'es prêt à admettre que c'est toi qui as fait la connerie et que c'est pas l'autre ? À quel point est-ce que tu t'as envie de baiser la gueule des autres juste pour toi te sauver ? Est-ce que tu... Mais en fait, moi, j'ai jamais été comme ça. Et c'est-à-dire que, tu vois, c'était le moment de stress le plus... Et même à ce moment-là, j'ai pas été capable de baiser la gueule des gens et j'ai défendu les gens et j'ai même couvert des gens parce que je savais que eux, d'un point de vue mental, ils allaient moins bien le vivre que... Enfin, tu vois ? Ouais, moins l'assumer. Ouais, moins l'assumer. Donc moi, j'étais prête à faire tout ça, mais sans aucun souci. Et je suis revenue, ils m'en ont voulu de pas avoir été capable d'être là pour les aider. Et là, je me suis dit, puis en fait, t'es une putain de machine de guerre, meuf. Et laisse personne en douter. Donc, très sincèrement, ça a été mon premier gros échec. Parce qu'avant ça, moi, j'ai tout réussi. Hein. Et qu'est-ce que tu dis aux gens ? Parce que moi, je vois bien que c'est pas de l'ego, en fait, surdimensionné que t'as quand tu dis ça. Mais quelqu'un qui ne connaît pas... Non, mais je le sais. C'est pour ça que je te dis ça. Je préfère te dire que moi, en tout cas, je ne pense pas ça. Mais le genre de phrase que tu dis là, quelqu'un un peu, dit, bon, bah, dis donc, elle, elle a un melon, quoi. J'ai tout réussi avant... T'en penses quoi, en fait ? Je leur dis quoi ? En fait, moi, ce qui m'énerve... Sans t'énerver. Hein. Non, je sais. Moi, ce qui m'énerve, bah, déjà, j'apprends maintenant, ces trucs de ouf, à plus m'énerver. Non, parce que... Avant, j'arrivais pas. Mais je pense qu'il y a une chose à différencier, c'est les gens, justement, qui ont le droit d'être fiers de soi. Moi, je pense que c'est important. Moi, par exemple, je sais que je me mets pas assez en avant sur certaines choses parce que... comme si je méritais pas des compliments. Je pense qu'on est très nombreux comme ça. Mais il y a une différence entre être fier de soi et avoir un ego surdimensionné. Moi, je pense qu'il y a encore autre chose. C'est... En fait, en tant que femme, on a toujours eu cette fâcheuse tendance à ne pas dire quand on faisait des trucs bien d'un point de vue professionnel. Tu vois, un mec... j'ai l'impression qu'on s'est toujours excusé d'être bonne dans ce qu'on faisait. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'excuser ? Ah mais non, mais moi jamais. Mais c'est pour ça. Mais souvent, mais tu vois, ce que tu me dis, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Mais c'est parce que, tout simplement, en tant que femme, on nous a appris, et enfin, la société est comme ça, à... Bah, pas trop... Tu vois ? Mais meuf, t'es douée, qu'est-ce que je te dise ? C'est ni de la fierté ni de l'ego surdimensionné, c'est de la pure objectivité, de la pure transparence, et je pense que ça fait du bien de temps en temps. Donc je leur réponds ça. Il y a forcément des trucs dans lesquels t'es brillant, il est où le problème ? Je vois pas. Donc non, très sincèrement, je pense que j'ai pu peut-être me la péter à des moments donnés. Là, quand je te dis que j'étais très bonne dans ce que je faisais et que j'ai vu une équipe de 20 connards me faire la gueule parce que j'étais pas là et que limite ils avaient le seum que je sois revenue. Puis t'es pas partie en vacances. Hein. Et que je suis pas partie en vacances et que juste j'ai hospitalisé ma race et que j'étais en PLS. J'ai envie de te dire, ouais, mazel quoi. Mazel à moi-même. Donc non, je leur réponds que... je sais pas, en fait, on est bonne pour dire quand on fait des trucs pas bien, mais par contre, quand on excelle et qu'on s'est donné... En plus, c'est ça, c'est qu'on s'est donné les moyens d'exceller. Ah là, par contre, non, tu vois. Et surtout, et on l'avoue que quand c'est à travers le regard de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un va te dire, putain, t'es grave dans ce que tu fais, tu vas faire, ouais, merci. Mais toi, à toi-même, toi, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, mais t'es super dans ce que tu fais. Là, la personne va dire, bah oui, mais merci. Mais en tant que meuf, tu vois, il y a jamais ce truc. Et tout de suite, tu passes pour la meuf qui a un ego surdimensionné. Alors que... Je sais pas, c'est juste la vérité, quoi. Après, ça vous plaît pas, je m'en branle, tu vois, mais il y a ce truc... on va arrêter de s'excuser d'être doué et d'avoir bossé pour être doué dans ce qu'on faisait. Et moi, tu vois, j'ai bossé avec mes tripes, mon cœur, la sueur de mon front. Et voilà, ça demande du travail. Mais bien sûr. Donc là, ce que je te dis, c'est avec énormément de recul et énormément d'introspection, parce que je suis comme ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire les plus beaux projets. Je pense que c'est important de le préciser. Parce que... Oui, ça peut se dire, ah ouais, d'accord, la meuf... Mais faites-le. Franchement... Là, je sais que bon, je suis pas censée... Voilà, mais franchement, faites-le. Si j'ai un message à dire, c'est faites-le. On s'auto-sauce pas assez. Et je le fais dans tout. Je passe devant le miroir, je me dis, putain, canon. Mais canon de quoi ? T'as passé une demi-heure à choisir tes fringues et à te maquiller ? Mais bien sûr, canon. Il y a ce truc de... Moi, ça m'énerve. Non, mais il faut s'auto-faire des compliments. En fait, si toi-même, tu te trouves pas ouf et tu trouves pas qu'il y a des trucs dans lesquels t'excelles et tu trouves pas que t'es putain de bien sapé ce matin, ou non d'ailleurs, ou que t'es belle, ou que machin, comment veux-tu que quelqu'un d'autre le voit en toi ? Enfin, c'est pas possible.
D'abord, fais-le pour toi, en fait. Enfin, moi, d'abord, je fais les trucs pour... En fait, je fais d'abord les trucs pour moi. J'ai rarement fait les trucs pour les autres. Oui, mais en termes de relation. Amoureuse? Ouais. Ah ouais, bah ouais, non mais moi, laisse tomber. Là, le passage endométriose, moi, en fait, j'ai toujours su qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce que j'ai toujours eu des règles monstrueusement douloureuses. Du genre, je vais pas à l'école, je vais pas au collège, je vais pas au lycée, je rate 5 jours de cours par mois, je tombe dans les pommes, un tampon, je le garde quoi, un quart d'heure avant que ce soit full sa race, je vomis, enfin un PLS quoi. Mais encore une fois, t'es toute seule là, tu vois, toutes tes potes elles sont là, bah je dirais, ah putain, 2 jours mes règles, putain, elles mettent 3 tampons par jour, qui sont même pas pleins, je suis là en Et mode... puis c'est subjectif. Hein. Forcément, les gens vont dire bah oui, elle a mal, mais bon. Ouais, j'ai mal au ventre et tout. Tu as mal au ventre, meuf. Tu vas en boîte, tu vas faire les courses, t'es en cours. Moi, j'ai mal au ventre, je chiale ma race et je vomis et bref. Donc, il y a toujours un truc, mais il y a eu, encore une fois. Parce que bah, ça a toujours été comme ça, normal. Hein. Bah, c'est normal d'avoir mal au ventre quand t'as tes règles. Tu dois faire partie des femmes qui ont particulièrement mal. Mais ta race. La meuf, elle se met en mode vénère là. Mais ta race, en fait. Non, mais parce que en fait, ce genre de conneries. Ça fait que plein de femmes sont atteintes d'endométriose et ne sont pas dépistées. Donc moi, ça m'énerve. Donc non, oui, j'ai été... Tu l'as compris tôt, t'as été diagnostiquée Ah mais non, tôt. mais que dalle. Mais en fait, moi, je pense que je suis atteinte d'endométriose depuis que j'ai 14 piges. Hein. Et j'ai été dépistée quand j'avais 21 ans. Moins 20 ans. Ouais, 20 ans. Pendant ma dernière relation avec un mec. Je suis sortie 1 an et demi avec. Et mes relations sexuelles super douloureuses. Quand je dis relations sexuelles, c'est pénétration. Hein. Attention. Non, mais c'est vrai que c'est pas connu, pareil. entre guillemets, Ouais. de toute façon, pour que, voilà, ça fasse Mais un particulièrement truc, non, mal. mais calvaire. Enfin, pas tout le temps non plus. Enfin, c'est toujours un peu spécial. délicat, Oui, ouais. c'est délicat. Ça dépend des moments, ça dépend des fois. Le lubrifiant est devenu mon meilleur pote, quoi. Et puis, je continue à rater. En fait, quoi que j'ai... Mais j'aurais pu passer... j'aurais pu, je sais pas, être invitée à l'Elysée ou passer un TED que j'y serais pas allée. En fait, c'est plus fort que toi. C'est pas possible. Et non, tu fais pas la chuchote. Et non, tu peux pas juste prendre un spasson. Voilà. Donc non, en fait, on n'est pas là pour faire les chochottes, clairement pas. Et moi, j'ai clairement mis de côté mon bien-être au nom de ma relation parce que j'étais en train de me dire, mais attends, mais s'il couche pas avec moi, il couche avec qui, quoi? Tu vois, c'est moi sa meuf, donc bien sûr qu'il a des besoins. Non, mais tu vois, un discours que je ne tiens absolument plus maintenant. C'est intéressant. Ah, de mais voir moi, que t'es passé par, j'ai fait partie de ces meufs qui... Mais bien sûr. J'avais pas de compte sur mon mec lido pour me dire, chouchou, bilou. Donc, moi, je me suis forcée à ken avec mon mec pendant presque 1 an. Les 6 premiers mois, ça allait. Après, c'était un peu plus galère. Pendant presque 1 an. Après, moi, je voulais même plus qu'il me touche tellement c'était genre, oh là là, non, au secours, un calvaire. C'est censé être le truc qui te donne le plus de plaisir. Et moi, c'était le truc qui me faisait le plus peur. mal. Donc, j'ai développé ce qu'on appelle du vaginisme. Qui est la contraction automatique des muscles du vagin qui empêche toute pénétration. Ça t'a développé à la suite de ça. Ouais, ou qui la rendent super difficile. Donc j'ai développé du vaginisme, ce qui fait que pendant encore 6 mois, je me forçais, mais contre mon corps lui-même. Donc des fissures, j'avais des mycoses à répétition, un carnage, tu vois. Le concept de prendre son pied, c'était en solo, quoi. Et à un moment donné, et du coup, bah, on s'est d'ailleurs séparés. Pas forcément à cause de ça, mais ça a énormément joué. Et c'était la période où en fait je me faisais dépister contre l'endométriose. Et j'ai eu un mec qui pas du tout présent, quoi. Qui posait pas de questions. Ah, mais c'était encore à ce moment-là quand Ouais, t'as on diagnostiqué. on était encore à ce moment-là. Et je sais pas, à pas poser de questions, à pas forcément t'accompagner. Enfin, tu vois, en plus t'es atteinte de vaginisme, donc tous les examens gynécologiques c'est un peu chaud. Tu vois, le concept du spéculum, de l'IRM pelvien, c'est des trucs, c'est toute pénétration. Je pouvais même pas mettre un demi-millimètre d'un tampon mini. Tu vois, je vais lire. Même une phalange de petits doigts, c'était la mort. Donc écoute, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu trop d'amour propre pour continuer à faire ça. Et j'étais là et je me suis dit, mais en fait meuf, je m'aime trop pour m'infliger ça. Donc en fait je vais arrêter. Donc je vais quitter ce mec. Je vais profiter de moi, je vais essayer de réparer les trucs qui ne vont plus. Donc tout ce qui est vaginisme. Surtout qu'on te met dans la tête aussi, souvent, après il y en a qui ont quand même des enfants, mais que clairement c'est compliqué quand t'as de l'endométriose. Ah bah oui, c'est compliqué, c'est vrai. Donc il y a tout un tas de trucs où tu te dis, mais en fait, putain de merde, fuck. Et puis tu te dis qu'en fait, t'as jamais pris ton pied. T'as une idée de ce qu'est prendre son pied qui en fait concrètement, tu vois comment elles en parlent, tes potes étaient là, mais en fait, moi c'est pas ça. Donc là, tu vois, moi je te dis, les preuves du combattant d'endométriose, voilà, tu vas avoir des gynécos et des gynécos, jusqu'à temps qu'on pose un diagnostic là-dessus, on te dit, voilà, t'as ça. Endométriose, stade 1, ça va jusqu'au stade 3,
Et bah, c'est tout, ma cocotte, parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement. Ah, comme ça, il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que je vais rester... D'accord, ok. Bah, le seul truc, c'est, ouais, la pilule en continu, ou peut-être essayer un stérilet, ou peut-être, ouais, faut voir les alternatives. Peut-être la pilule qui te conviendra le mieux, mais il n'y a pas de traitement. C'est là que j'avais fait le post, vous avez envoyé des bonhommes sur la lune, et vous allez me faire croire que vous n'avez pas trouvé de traitement contre l'endométriose. Genre, qui concerne juste une femme sur 10. Non, qui concerne une femme sur 10 qui a posé un diagnostic sur ce qu'elle avait. Genre, really? Ça prend 30 secondes de donner les symptômes de l'endométriose. Tu crois qu'ils l'ont fait à l'école? Pour la petite visite à l'infirmerie qui sert à que dalle, là où on sépare les mecs et les filles pour leur poser des questions et vous parler de règles. Et qu'on te donne un préservatif. Et qu'on donne un préservatif qui va rester 4 ans dans ton sac. Qui va être gonflé par les gars, qui va exploser dans le voilà, qui va être mis sur la première banane qui passera. Enfin, tu vois, ça vous aurait troué le cul de dire l'endométriose c'est ça, le vaginisme c'est ça. Les moyens de contraception aujourd'hui sont ça, et pas juste ça, pilule. Ça vous aurait troué le cul de nous dire que, tu vois, qu'à partir du moment où tu peux pas te lever de ton lit, il y a un problème. Au lieu de nous dire, tous les 28 jours, la paroi de votre utérus qui s'appelle l'endomètre va se détacher et va en fait couler à travers... On s'en branle. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que ça a cette tronche-là, ça a cette couleur-là, ça a cette odeur-là, que je dois m'inquiéter s'il m'arrive si. Merci, au revoir, c'est tout pour moi. Avec vos schémas à 2 balles, tout le monde s'en branle là. Et comment tu fais du coup? Maintenant bah écoute, je m'écoute. C'est con, hein, mais c'est important, ça fait partie des médicaments dont personne ne parle. Ce qu'on disait, faut s'écouter. Ouais, faut s'écouter. Donc je m'écoute. Et à un moment donné, je supportais plus la pilule, quoi. Je l'ai arrêtée. Je la prenais en continu. Et même, je sais pas, ça me plaisait pas de pas avoir mes règles. Je souffle le martyr à chaque fois, mais je sais pas, j'ai l'impression que tu te vides et tu vides tout au passage en même temps. Et après, tu repars. C'est une purge, hein. Ouais, c'est un peu une purge. Donc j'ai arrêté la pilule. Le lendemain, j'ai mes règles fois, je sais pas, genre 15. Genre comme si j'avais pas mes règles pendant un an et demi, quoi. Donc là, j'ai cru mourir. Enfin, parlons-en, sérieusement. Et bizarrement, après, ça allait mieux. Mais je pense que tout était lié, tu vois. Et en plus, je pense que quand t'es atteinte de vaginisme, t'associes vaginisme à une personne en particulier. Et bizarre. Et je pense que moi, une de mes thérapies, ça a été de, pas forcément très vite, mais dans les mois à suivre, de coucher avec quelqu'un d'autre. Et de se rendre compte qu'en fait, ok. Ça peut aller. Ça peut aller. Bon, c'est pas forcément... Voilà, mais ça passe. Ça passe. On n'est pas sur un truc... mais ça passe. Showtime. Ça passe. Ouais, ça passe. Et après, moi, le vaginisme, je me suis auto-soignée, quoi. À ce moment-là, il n'était pas question d'aller voir un sexologue ou d'aller voir quiconque. C'est moi, avec mes techniques à moi, de reprendre goût à la masturbation. Alors ça, c'était un truc... on ne me touchait pas et je ne me touchais pas. C'était genre... En fait, j'avais omis toute cette partie-là de mon corps. Là, je suis en train de montrer ma touche, quoi. Voilà. Pour moi, cette partie-là n'existait plus, ne faisait plus partie de moi. Tu vois, il y avait juste le trou pour le pipi et puis c'est tout. Mais en tant que... organe de plaisir, non. J'étais pas prête encore à ça. Donc déjà, j'ai repris du temps pour moi parce que j'étais dans une relation quand même, j'avais l'impression d'être vachement occupée de mon mec alors que j'étais pas sa mère, quoi. Donc j'ai pris du temps pour moi. Truc très bien, c'est ça aussi en tant que femme. Oui, parce que c'est vrai que moi je l'ai remarqué aussi, pas forcément dans mon entourage, mais en règle générale, c'est assez drôle de voir que les femmes qui aussi en fait qui n'ont pas envie d'être complètement soumises dans la vraie vie, le sont en fait complètement parfois dans certaines relations, qui peuvent être en fait des relations toxiques. Hein. Ah moi oui, clairement. Voilà. Ah mais non mais clairement. Mais c'est ouf comment dire, c'est complètement contradictoire, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été prude de décoffrage, gros caractère, pour moi j'étais pas capable de le faire, donc il était temps de... Mais moi j'ai toujours un truc où ça va me rattraper à un moment donné, non, je le sens, non, là je suis arrivée au stade où vraiment, non. Faut arrêter. Ouais, faut arrêter. Donc je me suis auto-soignée au vaginisme, par la masturbation, mais tu sais, ça passe par, ne serait-ce que regarder cette zone avec un miroir, enfin, se poser dans sa salle de bain et regarder en mode, ok, c'est ça, très bien, bon, toucher des zones, tu vois, sans forcément... En fait, c'est un réflexe, donc c'est psychologique. Faut arriver à se défaire petit à petit de ce réflexe, pour qu'en fait, la pénétration, ça soit plus un moment de panique et un moment de « Ah non, c'est vrai que ça va faire mal, du coup, je me protège. » Donc ça va petit à petit. Tu mets une phalange, et puis tu reprends goût à la masturbation, et puis pas forcément se doigter, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est genre « No way !» Mais, ouais, et puis... on va essayer de mettre un tampon mini, on va voir combien de temps je peux le garder, est-ce que j'arrive vraiment à l'enfoncer jusqu'à où je devrais l'enfoncer. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui, moi, m'ont permis de... Et puis, mettre un mot aussi sur ce que t'as, quoi. Tu cherches les symptômes sur Internet, en vrai, tu trouves très vite. Hein. C'est très clair.
Et puis, écoute, après, ça allait mieux. Et je te dis, et puis j'étais à Madrid avec mes 2 copines, parce que j'ai grandi en Espagne. On vous en parle après. Enfin, je t'en parle après. Je suis à Madrid avec mes 2 copines espagnoles d'enfance. Je pars pour le week-end, pour l'anniversaire d'une d'elles. Et je prends une chambre d'hôtel pendant 2 nuits. Première nuit, elles dorment, je leur dis, les filles, vous dormez à l'hôtel avec moi et tout, trop bien. On sort, pimpante, ok. Deuxième nuit, en fait, donc deuxième nuit, c'est du dimanche au lundi, donc elle, n'était pas là. Donc moi, je suis dans ma chambre d'hôtel, tout ça. Je me dis, putain, et tout, je me fais chier et tout. Mes potes pouvaient pas aller au resto avec moi. Elles me disent, bah vas-y, mets-toi sur Tinder et tout. Je dis, oh, mais c'est de la merde. Fast dating et tout, c'est de la grosse daube et tout. Je me dis, bon, vas-y, on va quand même. Mais bon, on y va quand même. On y va quand même. Au pire, j'ai rien à perdre, quoi. Donc je me mets à matcher des mecs et tout. Enfin, c'est comme t'as des matchs, ils disent, coucou, ça va, oui, et toi, oui, tu fais quoi? Bah rien, et toi? Oh, ok, d'accord, super. Et là, il y a un mec super beau. 28 ans. Trop beau, le gadjo. Je dis, oh là là là. Donc je lui envoie un super match. Je vois un super match. Et je vois qu'il n'y a pas de match back. Tu vois, je suis trop dégueu. Je suis en mode putain, je continue. Et là, je suis comme ça, là, sur mon lit, en train de matcher. Et puis là, je vois une notification. Ah! Il a accepted. Donc on commence à se tchatcher. Et meuf, mais feeling de ouf. En fait, on s'écrit genre, je sais pas, 10 minutes. Il me dit, tu veux pas qu'on passe sur WhatsApp parce que franchement, Tinder, c'est chiant. Là, je dis, ah ouais, je suis d'accord avec toi. On s'écrit sur WhatsApp. 10 minutes après, il me dit, tu veux pas qu'on s'appelle parce que franchement, écrire, c'est chiant. Je dis, ah, j'avoue. Ah oui, ça va vite. Ah oui, non mais on avait un feeling de ouf. Et donc on s'appelle, on tchatche et tout. Au bout d'une demi-heure, elle me dit, mais tu veux pas qu'on aille se boire un verre parce que plutôt que parler au téléphone, enfin c'est débile. Ouais, mais moi, grave, de ouf. Mais voilà, mon jean. Vas-y, go, je suis dehors, je t'attends, t'es où? Donc je vais boire un verre avec ce jeune homme. On se démonte au vin rouge pendant toute la soirée dans une petite cave. Non, même pas. Non, sangria, attends, il y a du jus dedans. Hein. Oh, quand même, hein. On est pas là pour faire une petite caisse. Hein. Donc on se démonte au Rioja dans un bar à vin de ouf à Madrid. Enfin bref. On se fait mettre dehors tellement il était tard. On marche, tout. Tellement bon feeling. On se roule des pélasses, mais de l'espace. Et je sais pas, très bon feeling. On est là en mode on se chauffe et tout. Moi je suis là en mode en vrai j'en ai envie, tu vois. On prend un Uber et tout, on se chauffe dans l'Uber. On arrive chez lui, on ken. Meuf, mais comme dans du beurre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de. Avant, c'était en mode panique au secours, on n'a pas de lubrifiant, on peut pas, non mais attends, mais si et tout. Et là. T'étais désinhibée. Ouais, et puis ouais. Le psychologique joue vachement. Ouais, t'étais là en mode non, c'est bon, en fait, vas-y, je passe à autre chose, nouveau. Enfin, et trop bien. Et c'est à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, au fait, meuf, tu t'en sors de ce truc. Et vas-y, next, quoi. Vis ta life pour toi, quoi. Ouais. Très sympa. Faudrait que je le recontacte d'ailleurs. C'est la meuf qui s'en remet pas de son coup d'un soir. Non, mais en plus, t'as une façon hyper naturelle et hyper décomplexée de le raconter. Donc, ce que je trouve chouette. Ah, mais c'était aussi décomplexé pendant l'acte, hein, je te rassure. Je n'en doute pas, Camille. On était, tu vois, voilà. Non, mais dans le sens où je trouve ça important. Alors, certes, t'as peut-être beaucoup d'assurance, mais je trouve ça chouette. Parce qu'au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Il y en a plein qui oseraient pas, en fait. Donc, tout ce que tu dis, c'est aussi bien. Ouais, de bah, l'entendre en fait d'une bouche d'une nana qui a juste 23 ans, à qui ça arrivait aussi très jeune, parce que comme tu le dis, les règles, de toute façon, ça arrive tôt. C'est sûr. Mais je pense qu'il faut se promettre à soi-même qu'on va s'en sortir, quoi. C'est vraiment ça. Et après, je sais pas, moi je suis très psychologique, hein. Mais c'est vrai, je m'étais promis à moi-même que j'allais pas ne jamais prendre mon pied et j'allais pas rester dans cette sexualité de merde ad vitam. Enfin, c'est pas possible. J'allais pas commencer ma vie d'adulte comme ça. C'est beaucoup trop important. Donc non. Non. Mais alors, il y a un sujet, donc lui on en a parlé, tu as quand même été dans plein de pays. Ouais. Et notamment, donc, parce que tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de tabou. Non, il n'y a pas de tabou. T'es née au Niger. Ouais, je suis née à Niamey, capitale du Niger. J'ai été abandonnée sur un lit d'hôpital quand j'avais quelques jours, on présume par ma mère, quoi. Et donc je me suis retrouvée en orphelinat très très vite, dans un orphelinat dans lequel j'étais la seule fille. Ça, on te l'a dit. Ça, on me l'a dit. Je t'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle pas. Là, je vous fais je fais le storytelling façon voilà, polar. C'est ça. Dans un orphelinat dans lequel je suis la seule fille. Ah là là, la seule fille. Comme quoi, tout était écrit d'avance. Non mais, donc, je suis dans un orphelinat. La meuf, elle parle d'un truc tragique, Bref, donc j'étais dans un orphelinat dans lequel je suis la seule fille. Mes parents arrivent au Niger à ce moment-là pour le travail de mon père et voulaient adopter parce que ma mère ne peut pas avoir d'enfant. Naturellement. Enfin, biologiquement, tu vois. Zizi dans ZZ. Et ils vont dans cet orphelinat et ils se disent, bon écoutez, voilà, nous on va pas choisir. Par contre, c'est vrai que c'est possible d'avoir une fille, on veut une fille, quoi.
Elle dit non mais cherche pas frère, il y en a qu'une. Donc en fait, tu vois, c'est elle ou elle quoi, il y a no choice. Donc c'était moi, et donc là on rentre dans des procédures d'adoption. C'est très compliqué, à l'époque ça l'était moins, et quand t'étais sur place encore moins. Ouais. Et quand mes parents, enfin mon père qui bosse au ministère de l'Éducation, donc quand t'es en plus de ça proche de la ministre de la Santé, enfin en vrai, c'est l'Afrique. Ouais. Tout s'arrange, tout s'arrange. On trouve une solution. Non mais il y a pas eu de, non mais je dis ça, mais il y a pas eu de troc, il y a pas eu de, Oui, voilà. oui, oui. Mais dans, putain t'imagines, mais dans l'accélération des processus, c'est vrai que ça peut aider de connaître des gens, et puis d'être sur Mais place, toujours, bah. et d'être résident, ça change tout. Donc je me retrouve chez moi, enfin, chez mes parents, chez papa-maman, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'arrive chez eux. Et écoute, très très bien quoi. Moi j'ai toujours vécu ma best life. Et si tu veux, j'ai jamais rencontré d'enfants adoptés qui le vivaient bien. Ouais. Ça c'est vraiment un truc. Je pense qu'il y a vraiment, et j'en parle dans le livre, il n'y a pas besoin d'accoucher d'un gosse pour que ça soit le tien quoi. C'est une question d'amour. Et je pense qu'il y a rien, moi je trouve qu'il y a rien de plus beau que de choisir de donner de l'amour à un enfant qui est déjà là et qu'on n'a pas, plutôt que de le créer toi-même. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, sauf qu'en fait ça dépend de chaque personne. Je pense qu'il y en a qui ont ce besoin en fait. Oui, c'est la chair de ta chair quoi. Qui ont ce côté en fait peut-être incomplet, mais juste en fait de comprendre peut-être différentes phases du puzzle. Ouais, non, c'est sûr. Mais écoute, moi ça s'est très bien fait quoi, le matching a été fait. Mais je pense que, je te dis, mes parents toujours très, très pédagogues, mais après, les deux bossaient dans l'éducation nationale. Bon, j'ai perdu mon papa, mais il était inspecteur d'éducation nationale, et ma mère a été inspectrice d'éducation nationale pendant toute sa vie. Donc je pense que d'un point de vue pédagogie et de comment gérer les gamins, ça aide un peu. Et tu m'as dit un truc, je pense que c'est important que tu le dises, tu me l'as dit en off tout à l'heure. Ah là là Mon Dieu. Mais je voudrais que tu le redises. Que en fait... Quand on parlait justement de ça, que je te disais, il y en a qui ont besoin en fait parfois de partir à la recherche de poser des questions, etc. Ah ouais. Et tu m'as dit moi je t'ai dit que j'ai pas besoin. Non, que... Ah merde, c'est pas ça. Putain de merde, on va pas la ressortir. Non, qu'est-ce que je t'avais dit? En fait, c'est juste que je suis plus sûre exactement du mot de la phrase. C'est pour ça que je me suis dit, je crois que tu t'en rappelais. C'est quoi Il me semblait, c'était... J'ai pas eu le temps de poser les questions. Ah oui, d'accord. Alright. Alors du coup, on la refait. Donc en off, je t'ai dit un truc. Par rapport à l'adoption, j'ai pas eu... En fait, on m'a posé des questions avant que moi-même je me pose la question. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, tu peux pas me mentir. Mes parents, blancs comme des culs, ma mère elle fait 1m50, mon père il faisait 1m75, au bout d'un moment c'est obvious que ma mère n'a pas accouché de moi. Mais ils me l'ont dit, mais dès que j'ai pu le comprendre, quoi. Je crois que j'avais 3 ans quand ils me l'ont dit. Parce qu'en fait, je leur demandais quand est-ce que j'allais devenir blanche. Pour moi, dans ma tête, c'était très logique. Genre, tes bébés étaient noirs, et plus tu grandis, je voyais bien que les adultes étaient blancs. Du coup, plus tu grandis, plus t'es blanc. Donc moi, je pensais que j'allais passer de noir à caramel, à lait... Ah, tu pensais ça? Ouais, je pensais... Tu sais, très pragmatique dans ma tête. Hein. Ah oui, je vois ça. La 3 petits, mais très très pragmatique. Et donc, je comprenais pas à quel moment se faisait le changement, quoi. Et là, ils se sont dit, non mais là, va falloir qu'on t'explique, chérie, que never you're going to be white, tu vois, like never we're going to be black. Et là, ils m'ont expliqué, et franchement, mais... Ah, ok, d'accord, enfin... Moi, il n'y a jamais eu de truc, mais parce que on m'a demandé si je voulais partir à la recherche de mes parents biologiques avant même que moi, je me demande si j'avais envie. Donc ça change tout. Tu vois, on t'ouvre les portes avant que toi tu toques et que tu sois en galère. Donc franchement, non, moi j'ai toujours eu... Ce qui a pu jouer, mais après t'aurais pu très bien avoir envie de dire... oui, et j'aurais pu quand même avoir cette curiosité. De retourner là-bas. Mais franchement, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que... Mais moi, j'ai pas... Je les connais, mes parents. Enfin, j'ai pas besoin d'aller chercher... Tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher... Moi, mes parents, c'est ceux qui m'ont donné de l'amour quand j'en avais besoin. C'est ceux qui m'ont appris à marcher, qui m'ont changé mes couches, qui m'ont, tu vois, qui n'ont pas dormi la nuit, qui... C'est ça, mes parents. C'est pas la personne qui a forcément accouché de moi. Mais à nouveau, moi, comme je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le fait que tu aies été adoptée aussi très mais oui, très c'est jeune, ça. Mes premiers souvenirs, c'est eux. Voilà, c'est ce qu'on ça change tout, mais oui, ça change. Et je ça pense qu'il y a vraiment... Tu vois, ce côté... Enfin, moi, je suis très dans l'analyse, mais je pense qu'en tant que mère, tu viens d'accoucher, avoir la paire d'ovaires, d'abandonner sa gamine, sans signe, sans lettre, c'est-à-dire que tu as la volonté qu'elle ne te retrouve pas. Tu vois, l'abandonner sur un lit d'hôpital, faut avoir la plus grosse paire d'ovaires du siècle pour faire ça, je pense. Tu l'abandonnes pas n'importe où. Voilà, tu vois, c'est pas buté, c'est pas excisé 3 ans après, marié 10. Ça sera forcément mieux avec quelqu'un d'autre qu'avec nous ou qu'avec moi. Je trouve que ça c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, de se dire que je veux que tu vives, c'est sûr,
mais dans de bonnes conditions. En plus de ça, alors déjà, je veux que tu vives, et en plus de ça, dans de bonnes conditions, donc je préfère laisser quelqu'un, tu vois, c'est ouf quand même. Et moi, ça reste ça mon histoire, avant tout. Donc, non, moi je trouve franchement. Oui, t'as jamais eu de traumatisme, de rêve, d'angoisse lié à ça? Non, jamais. Oh non, pas du tout. Non, c'est ça, t'es en phase en tout cas avec tout ça, et c'est. Ouais. Enfin, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais franchement, je te jure, moi, je vois des enfants adoptés autour de moi. C'est chaud, hein. Oui, mais pour te l'avoir dit, moi, qu'avoir du coup travaillé en tout cas avec des personnes, des témoignages de personnes adoptées, aucun. Le lien n'a pas été. Aucun ne parle comme toi tu parles. Ah ouais, non, mais et je suis sûre qu'il y a des trucs, c'est choquant. C'est-à-dire que ma mère, elle pleure à chaque fois quand on parle de ça. Mais on est dans le métro la dernière fois. Et donc, avec ma mère, on a un fou rire. Je sais plus sur quoi. On se tape une barre et tout. Et il y a une dame à côté de moi qui nous regarde, une dame noire, je précise, qui nous regarde d'un air mignon, malicieux, tu vois, en mode oh, c'est chou, tu vois. Et ma mère qui, du coup, à chaque fois avec beaucoup d'humour, bon bah je sais que ça se voit pas, mais bon, c'est ma fille et tout. Et la dame, elle dit si, ça se voit. Alors, ma mère, elle sent du béton. Ouais, si, ça se voit. Alors, en PLS, tu vois, ça se voit. Je dis bon, ok, d'accord. Et la dernière fois, je passe, on a un salon de coiffure en allant à la maison. Je passe, je m'arrête. Parce que on vient d'emménager. Bref, petite histoire, on vient d'emménager. Il fallait faire connaissance. Bonjour, c'est la coiffure. Enfin, c'est la coiffeuse chez qui va ma mère. Et je dis bah oui. Elle me dit bah ma mère m'a beaucoup parlé de vous et tout. Je dis non, mais ma mère, la petite blanche, 1m56, elle dit oui. Je dis ah, ok, d'accord. Bah, je sais pas, comme c'est pas spécialement obvious. Elle me dit si, vous avez le même regard. Alors pareil, je rentre à la maison, je raconte à ma mère. Voilà, regarde. Mais c'est des trucs, c'est super mignon, tu vois. Et pareil, moi, mon père est mort d'un cancer du poumon. 4 ans après, ma grand-mère tombe malade d'un cancer du poumon. Je le dis à mes potes, je leur dis putain et tout, ma grand-mère et tout. Il y a une de mes potes, Pauline, qui m'a quand même dit faut absolument que tu fasses des tests, c'est génétique. Non mais c'est pour te dire à quel point, tu vois. C'est génétique dans la famille. Enfin, si ton père, ta grand-mère, ta tante, elle a eu un cancer du sein, à tout moment, toi, tu vas te choper un truc, il faut absolument que tu vois si c'est... J'ai aucune chance. Elle me dit, non, bah, attends, il n'y a aucune chance. Franchement, c'est pas... Et elle continue, tu vois, pendant... Et au bout d'un moment, je lui dis, Poi, c'est pas les mêmes jeunes. Ah oui, c'est vrai. Mais les gens oublient tellement. Mais tu me vois avec ma mère, enfin, c'est obvious. Tu vois, c'est ma mère, il n'y a pas de... Non, c'est pour te dire à quel point le lien est ouf. Hein. Ce qui est beau. Moi, bah, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas besoin d'accoucher quelqu'un pour... D'ailleurs, alors... À quel point c'est sensible, je ne sais pas. Mais donc tu dis que t'as perdu ton papa. Ouais. Et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment abordé encore, en tout cas le deuil, du moins à cet âge-là, parce que... J'avais 14 ans, ouais. T'avais 14 ans ? Ouais. Parce que en général, quand on a la vingtaine, bon, je le souhaite à personne, mais c'est rare en tout cas de toute façon, voilà, de perdre un parent. Ouais. Et 14 ans encore moins. toi, comment tu l'as vécu ? Ça a été, je pense, Mal. le premier deuil en fait. J'avais déjà perdu. Moi, en fait, mes parents, ils m'ont adopté. Ma mère avait 40 ans. Mon père, il en avait déjà 50. Ouais, 50. Donc, en vrai, tu vois, ils sont pas non plus dans leur fringante jeunesse, quoi. Mais si tu veux, ça a été doublement dur parce que mais c'est la petite histoire. Mon père est né à Madagascar par le plus grand des hasards. Parce que son père allait bosser là-bas, sa mère a suivi, elle était enceinte de lui. Du coup, il est né à Madagascar. Ma mère, sa dernière mission avant la retraite, c'est Madagascar. Elle est mutée à Madagascar. J'ai le souvenir, ma mère ne me croit pas, j'ai le souvenir d'avoir parlé avec mon père. On était sur la terrasse en train de déjeuner ensemble. À Madagascar. Et qui me dit putain, c'est ouf. L'histoire de la vie, je suis née à Madagascar par le plus grand des hasards. J'y retourne, ça se trouve, je finirai ici. Tu vois. 2 mois après, il était mort. Ok. On lui avait rien diagnostiqué ? À ce moment-là, pas encore. Mon père a toujours fumé un paquet et demi de clopes par jour depuis qu'il a 13-14 ans. Ok. Donc bon, à 64, faut pas s'étonner que tes poumons ressemblent à de la merde. Et il va en France, pneumonie. Les pneumonies, tu sais, c'est un truc, ouais, bon, d'accord, tu te soignes. Tu vois, il arrête de fumer, radical et tout. Ça empire. Il revient à Mada, ça empire. On va à la Réunion en vacances de février. Premier hôpital. Il est pas opérable. Faut qu'on le rapatrie en France. Mais opération, il dit quand même ablation d'une partie du poumon. Donc en fait, tu vis avec un truc respiratoire. Franchement, en termes de dignité, dans tous les cas, il aurait jamais voulu ça, mon père. Je dis très sincèrement, plutôt crever qu'être là en mode légume, à devoir changer les couches, c'est bon quoi. On va en France, premier hôpital, ils nous disent non, on peut pas l'opérer, ça va trop vite, faut faire une chimio. Et deuxième hôpital, et troisième hôpital, pas le temps de faire la chimio, qui était déjà trop faible pour pouvoir supporter la chimio. Donc mon père est mort en 1 mois et demi, ce qu'on appelle un cancer fulgurant.
Et moi, je l'ai mal vécu parce qu'à cette époque-là, en fait... Tu comprenais déjà aussi, hein. Ah oui, ah oui, non, mais si, moi je comprenais tout. Mais c'est surtout que c'était la personne de... J'étais 4 fois plus proche de mon père que de ma mère. Parce qu'en fait, ma mère, elle bossait tout le temps. Elle rentrait le soir, on se voyait, ok, d'accord, mais... mes tracas, mes angoisses, mes machins, les conseils de classe, les Il disait bulletins... qu'il était au foyer. Ah, mais moi, en fait, c'était mon père qui allait me faire les courses, qui m'achetait des rasoirs, qui m'achetait mes serviettes, qui me faisait à manger et qui m'emmenait chez la gynéco quand j'avais des problèmes de règles. Enfin, c'était mon père qui faisait ça. Donc, j'ai toujours été très proche de mon père, qui m'emmenait aux soirées pyjama, qui organisait les soirées pyjama. Tu vois ? Non, mais on était à ce stade-là de la complicité de daron qui envoie du pâté. Donc, horrible de perdre mon père. Et j'ai eu à ce moment-là l'impression d'apprendre un peu à connaître ma mère, quoi. À ce moment-là. C'est ouf, hein, à 14 ans. Donc, deuil, c'est ouf parce que je l'ai très bien vécu. Donc, je me demande si je vais pas faire une... Tu vois, il y a toujours un contre-coup à un moment donné. Ouais. Mais je l'ai bien vécu, mais comme en fait, j'ai toujours tout bien vécu dans le sens où, c'est-à-dire... T'en as bien parlé. Ouais, moi j'étais... Enfin, communication, quoi. Tu vois, j'en ai vachement parlé avec ma mère, j'ai un entourage qui a toujours été top, quoi. Donc, tout était propice à essayer de s'en sortir du mieux possible. Bon, après, forcément, ça a été dur. Après, non, mais c'est la mort, hein. Ouais. Enfin, t'as l'impression que tu vas crever, que ta vie, elle est finie, que... Voilà. Mais en fait, absolument pas. Et tu continues. Mais tu vois, il y avait plein de trucs où tu sais, t'as pas eu le temps, tu vois, je me dis la graduation, t'es pas là, enfin... Puis même maintenant, enfin... Ouais, forcément, même je maintenant, pense il y a que des tous les trucs, jours, tu te dis, putain, il aurait été tellement fier de moi, quoi. Et en fait, non. Mais... Si, mais... Oui, si, tu vois, tu comprends. Mais c'est vrai que c'est pas à 14... En fait, c'est pas normal de perdre un parent à 14 ans. C'est pas... Mais je pense que de là me vient ma grande maturité. Tu vas être obligé de pas réagir comme une adulte, mais presque, quoi. D'aller de l'avant, de machin. J'ai un côté optimiste, même dans les pires situations, je trouve le moyen de... Je pense que ça me vient de là. Puis ça fait 10 ans bientôt, donc aussi. Oui, t'as eu le voilà. temps de triturer le truc. C'est dans ça, tous les là, sens. non, T'as des choses dont tu parlais pas et- c'est toujours un peu la période de Noël et tout, c'est toujours un peu compliqué, mais... Franchement, c'est la vie, hein. On va tous perdre nos darons. Je te jure. Mais du coup, pour voir le côté positif des choses, je suis apte à perdre Enfin, du coup, c'est horrible, hein, mais... Tu sais, Je ce que tu veux dire, ouais. côté sujet tabou avec les parents, le décès de nos parents. Ah, mais moi, en fait, tout est prêt. Je sais quoi faire, je sais ce qu'elle veut. On a tout démystifié, du coup. Les avocats, les notaires, en fait, tout a été programmé pour qu'en fait, elle m'a dit, je ne te fasse pas chier avec ma mort. Mais tout, hein. C'est-à-dire que l'appartement, on l'a acheté à 2 exprès pour qu'en fait, j'ai aucun papier à gérer si jamais ma mère, elle crève demain, que l'appart me revient directement. Elle a vendu la maison en France, l'appart en Espagne, il est à moi. En fait, ma mère a tout géré pour que demain, là, elle crève. Je lui bois, au secours. Non, non. Oui. Mais je suis absolument pas emmerdée. Et ça, je trouve ça cool. Elle m'a dit, enterrement, machin. Elle me dit écoute-moi, tu sais quoi ? Elle me dit, tu fais ce qui t'arrange à ce moment-là. Tu vois ? Ce qui t'arrange à ce moment-là. S'il faut me brûler, on me brûle. S'il faut m'enterrer, tu m'enterres. Elle me dit, te prends pas la tête. J'adore. Mais du coup, ça te donne une capacité à parler de ça. Alors que c'est un sujet. Et là, j'en parlais, pour mon anniversaire, on était au resto avec ma meilleure amie. Et je lui dis, putain, moi, le jour le plus triste de ma vie, ça va être quand ma mère était là, hein. Ma mère, quand elle va mourir, ça va être un scandale. Parce que ma mère, elle m'a adopté moi, elle a adopté toutes mes potes en passage, tu vois. Et elle me dit, oh, arrête de parler de ça. Et elle a jamais perdu quelqu'un. Donc c'est pour ça que tu vois, tout de suite, je dis, mais ça va arriver dans tous les cas. Donc, je suis d'accord, tant que ça t'est pas. Enfin, tant que ça t'est pas arrivé. Tant que t'as pas connu un vrai deuil, c'est ça. compliqué. T'as du mal à. Mais du coup, ça te pousse à parler de la mort, quoi. Parce que moi, tu sais, j'ai dû gérer les trucs d'héritage, les biens, les virements, les machins. Tu peux pas. T'as 14 ans, t'en as rien à foutre de l'héritage de ton daron, quoi. Mais bon, c'est la vie. Du coup, donc t'étais à Madagascar. Et est-ce que le fait d'avoir, j'ai l'impression, en fait, bougé en fait, continuellement dans ta vie? J'ai jamais vécu plus de 5 ans dans le même pays. Donc, je suis née au Niger, on est resté 5 ans. Ensuite, on est allé à Montargis, du côté d'Orléans, pendant 4 ans, en France. Ensuite, on est allé à Madrid pendant 5 ans. Et ensuite, on est allé à Madagascar pendant 4 ans. Et là, ça fait combien de temps que t'es à Paris? Ça fait 5 ans et ça commence à me saouler. C'est vrai? Ouais, de ouf. Bah ouais, moi, je peux pas. Ça te saoule Paris? Bah, ça me saoule le fait de rester dans la même ville plus de 5 ans, ouais. Je suis incapable. J'ai besoin de... Ok, là, c'est la merde, on se barre. Oh, mais j'ai pas le choix. Pour l'instant, tout est... Ouais. non, mais... C'est me tirer une balle dans le pied que de quitter Paris. Mais est-ce que ça a été... Parce que moi, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Hein. ouais. Tu vois, quitter, en fait, mon pays, ma ville et tout. Enfin, ville, on va dire oui, mais pas aussi longtemps que toi. Et on va dire que ça m'est jamais arrivé de façon aussi régulière. Est-ce que toi... Ouais, enfin, je pense moi, que j'adore. ça fait partie aussi des... Je pense, de comment tu es...
Oui, surtout de ma capacité d'adaptation, je pense. Parce que garder des amis de partout du monde, c'est pas évident. Bah, c'est pas évident, mais ça a été le truc le plus chouette de toute mon enfance, quoi. J'avais des amis partout. Et j'ai toujours su... et c'est maintenant que je m'en rends compte, le social, c'est mon truc. Ah bon? Non mais voilà. Faire en sorte... Mais c'est con, mais dans le métier que je fais, c'est super important parce qu'il faut savoir se vendre. Il faut savoir faire très bonne impression, dépendamment des gens que tu rencontres. Et c'est ce qui fait aussi, je pense que tout ça, tout ce que je suis en train de vivre a très bien marché. C'est parce que je sais, tu vois, j'ai pas peur d'aller rencontrer les gens, d'appeler, machin, on fait ci, attends, on se boit un café, on réfléchit. Je sais faire, mais parce que j'ai toujours bougé, donc j'ai toujours... Le temps que je rentre dans ma zone de confort, on m'en sortait. Mais ça, c'est quand t'es gamin, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. J'ai jamais eu peur de prendre la parole en public, j'ai jamais eu peur de... Tu vois, d'être dans la merde, bah on teste, tu vois, ce côté on teste, on verra bien. Je sais que je trouvais toujours le moyen de... Je me démerderais. Mais non, moi, j'ai adoré mon enfance. J'ai adoré, mais t'imagines, les voyages... Moi, je voyais mes potes, quand on était en Espagne, pour eux, aller à Maurice, c'était genre l'expédition du truc. Moi, Maurice, c'était 1h30 d'avion, depuis Madagascar. Les Comores, Maurice, La Réunion... Tu vois, s'il y avait rien de... Tu vois, c'était... On fait quoi pour les vacances d'avril? On va à Maurice? Bah ouais. Oui, c'est pas dégueu. Tu vois, c'est pas dégueu. Et par contre, on dit aller à Rome, c'était genre, oh putain, on va à Rome, les gars. Oh putain, ça rase. Ouais. Donc, non, trop bien. Et puis... Voir du pays, quoi. C'est quoi la pauvreté? Moi, si j'avais vécu ici toute ma vie, j'aurais pas su. C'est quoi la pauvreté? Voir les gens crever la dalle, là, à côté de toi. Tu fermes les yeux, hein. Quand t'es à Paris, tu fermes les yeux. Je ferme les yeux, mais je te laisse imaginer. Le pire, c'est que tu trouves loin de t'habituer à ça, même en étant dans des pays où c'est... Malheureusement, ouais. Moi, c'est quand je revais dans ma famille, enfin bref, dans les montagnes, tout ça, que je repasse après à Gare de Lyon. Déjà, juste voir l'affluence du monde, c'est dur. Ouais, ouais. Et puis de voir, en fait, comme tu dis, enfin... Les choses sur lesquelles on a tellement l'habitude de voir tous les jours, des personnes en fait juste sans abri, c'est ça. complètement en fait à la rue, l'hiver bon c'est une catastrophe et c'est des choses où tu fermes les yeux. Bien sûr. Du coup, non moi j'ai trop aimé ma vie et je pense que... Puis comme tu dis, on en a 1000. Ouais, on en a 1000 et tu vois là ma plus grosse hantise, ça serait de pas pouvoir offrir à mes enfants ce que moi j'ai eu, comme qualité de vie, qualité d'éducation. Cocon, famille, enfin ça c'est le truc où je me dis putain, si je peux pas, ça me ferait trop chier de pas réussir à... Mais c'est dans la projection déjà d'avoir des enfants. Ah mais moi si je pouvais j'aurais des enfants maintenant. C'est vrai? Oui. Bon, j'ai 23 ans, la meuf est folle. Mais non mais justement d'avoir un schéma familial classique ou classique pas, ou pas classique, non pas classique parce que j'aurais été prête à aller faire toute seule. Ma mère m'a défoncé, m'a dit c'est toujours quand même bien de trouver quelqu'un, hein. Quiconque, hein, avec qui, enfin pas quiconque, mais oui, fille, garçon, entre on branle. Ouais. Mais elle me dit c'est bien de pas être toute seule là-dedans. C'est quand même beaucoup de boulot et franchement, elle me dit c'est bien de partager un projet commun. Mais ma mère elle est tellement futuriste. Non mais quitte à ce que votre seul projet commun ça soit le fait que vous vouliez tous les deux avoir des enfants. D'accord maman? Ça concept, pourquoi pas? Tu veux des enfants? Moi aussi, bon, on s'associe, on essaie de faire des trucs bien? Ok, ça marche. Non, franchement, oui, moi je me vois avec des enfants plus tard, ouais. Mais et c'est là que ça me fait chier. Tu sais, il y a toujours ce truc de se dire, quand t'es une femme, bah tu construis ta carrière et puis à un moment donné, tu laisses tout tomber pour construire ta famille. C'est un choix que j'ai jamais vu un homme avoir ce dilemme. Carrière professionnelle ou famille épanouie? Non, il n'y a pas ça. Je trouve que quand on est une femme, être carriériste, c'est hyper compliqué. Tu dois te justifier limite en fait. Après, je veux pas d'enfant. Faire ta carrière ou genre, bah oui, en fait, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Et l'option des deux en même temps n'est jamais là. Ouais, c'est compliqué. Là, moi, de je leur plus ai en dit, plus, mais c'est compliqué. Quand je leur dis, mais moi je ferais des gosses maintenant, ils me diraient, oh, et je m'en vais avec Lito. Bah, vas-y, on continue quoi, on tape dedans. Plus tu fais, plus tu fais. Hein. Pourquoi, c'est quoi tu peux pas élever un enfant et en même temps essayer d'avoir une carrière absolument brillante, enfin. Donc si moi je veux des enfants mais en vrai pas tout de suite, ça serait débile. Là je peux pas. Déjà auto-gère-toi Camille et après on verra si tu peux gérer un autre être humain, mais moi carrément je veux des enfants et le plus tôt possible. Ah ouais, c'est avoir encore un maximum de trucs en commun quoi. Moi je vois des potes ils vont en boîte avec leur daron quoi. Moi je trouve ça trop fun. Parce que toi t'as peut-être justement eu ce côté en fait avec tes parents qui étaient beaucoup plus âgés. Bah oui, on était moins sur la même... Quoique maintenant avec ma mère on est en phase totale. Oui, vous avez pas le même âge maintenant. Enfin, tu n'as pas le même âge. Bah, elle reste une adulte. On a 63 quand même, on est sur la même phase. Oui. Enfin, tu vois, on se dit on fait quoi si on se bourre la gueule? Ouais, bah ouais. On est sur la même phase, c'est hallucinant. C'est abusé. Mai 68, MeToo. Je cherche pas. On a eu 2 révolutions sexuelles qui nous ont...
pense que ça joue énormément sur les mentalités. Mais ouais, moi je veux des enfants, un mari ou pas, je m'en fous, un compagnon de vie. Le mariage, très sincèrement, je vais peut-être me faire tuer, mais c'est plus pour la fiesta et pour le moment où tu sais que tu vas revoir tous les gens que tu vois jamais, à part au prochain enterrement du bébé. Oui, d'accord. Oui, on va pas se mentir. Mais moi je suis très comment dire, c'est quoi ce mot-là? Tu sais, quand je suis très... Tu crois en l'amour, tout ça? Oui, je crois en l'amour. Je crois pas en l'amour de ma vie. Je pense que ça dépend juste du contexte. Et qu'un autre contexte... En fait, je pense qu'il y a plein d'amour de notre vie. Et que dépendamment du contexte, tu rencontres Pépito et pas Charlito, quoi. Mais je crois pas au concept de dire, non mais c'est toi. C'est-à-dire que dans 2 mois, si tu en rencontres un autre, ça sera aussi autant l'amour de ta vie. Ouais, des différentes âmes sœurs. Ouais, l'amour éternel, machin, un truc, ça me gaffe de ouf. Tu vois, je trouve que faire un enfant, c'est une union beaucoup plus ouf que se marier. Et c'est une promesse de, tu vois. C'est un engagement plus fort. Ah, c'est un engagement tellement plus fort que se marier. Genre, ouais, bah on divorce le mois prochain si on a envie, coucou. Tu vois, le gamin, on l'a, hein, donc c'est toi, c'est moi, c'est... Après, il y en a d'autres qui pourraient te dire, oui, justement, avoir un enfant, bah, le mec qui se casse, c'est pas lui qui l'a. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs en vrai qui pourraient être... Ouais, après, moi, tu vois, ça c'est tellement même pas une option, parce que dans ma tête, c'est tellement pas une option de finir avec un mec comme ça. Oui, ah non, mais moi non plus. Que tu vois, j'arrive même pas à me dire que... Et encore, je dis ça, je vais adopter des enfants, moi, donc... D'où le fait de le faire toute seule. Mais bon, c'est très compliqué. Mais je me vois, ouais, avec des enfants, une famille... Mais famille, c'est pas forcément... Enfin, famille, c'est l'endroit où t'es bien et les gens avec qui t'es bien, quoi. Ça, pour moi, ma famille, c'est pas spécialement... Beau comme phrase. Mais en tout cas, on a parlé bien plus que je m'en bats le clito. Bah ouais. On a ouvert clairement des sujets qui te définissent, voilà. Toi, en tant que Camille, tout ce qui te compose, je trouve ça assez dingue. Ouais. En vrai. Et on comprend mieux aussi derrière justement ce fort caractère, ce qui t'anime et ce qui te donne aussi cette voix bien cash. À peine. Ça fait un moment qu'on parle, enfin je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, ça fait un moment qu'on parle. S'il y a un truc sur lequel toi tu voudrais finir, après tu prends le temps de... C'est dur ça. Parce que... Oh là là. C'est un truc par exemple, je sais que certains le font aussi parfois, s'il y avait un truc que tu pouvais dire à la Camille d'il y a 10 ans, 15 ans. Tu vois, tu parles pas forcément en fait aux autres, mais tu parles à toi. La Camille, il y a 10 ans. Par exemple, si t'avais quelque chose en fait, un truc à te dire. J'avais quoi? J'avais 13 piges. Peut-être que tu lui dirais rien. Mais je dirais de faire exactement ce qu'elle a fait en fait. Parce que ça a donné la Camille de 23 ans et c'est plutôt chouette. Ouais. Mais je me dirais surtout de continuer à me battre pour les trucs qui m'ont toujours paru super injustes. Et pourtant, on a pu me critiquer vachement par rapport à ça. Mais t'ouvres trop ta gueule. Et non. Même en cuisine, on m'a toujours dit, tu parles trop, toi. Tu l'ouvres trop. Ça, c'est un truc, c'est le truc pour... tu parles trop, et trop ceci, et trop cela. Et j'avais fait un post là-dessus, il y a pas longtemps, sur Je dis non chef, et je disais, à partir du moment où on s'attaque à ton physique, c'est qu'il n'y a plus rien à dire par rapport à ta technique. Et je trouvais ça quand même assez juste. Et je pense que s'attaquer au physique ou à la personnalité, c'est tellement de la faiblesse. Mais moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir le caractère que j'ai toujours eu, quoi. Et c'est le truc qu'on a toujours essayé de changer en moi. Bah, mes profs au lycée, hein. Enfin, j'étais trop dissipée, moi, c'était insolente. Ah oui, c'est ça sur les bulletins. J'étais insolente. Mais ce qu'ils détestent, c'est la nana qui vient pas en cours, qui a 18 et qui trouve le moyen d'ouvrir sa gueule et qui trouve le moyen... Tu vois, c'est ça qu'ils détestent. Les élèves pas soumis aux profs, tu vois, les élèves qui sont là, qui, font genre, ils écoutent, mais si tu leur poses une question, ils vont quand même te répondre. Se permettre de, certaines fois, pas venir en cours, mais d'avoir la meilleure note quand même ou au truc. C'est ça qui déteste. Et moi, et surtout d'ouvrir ma gueule, moi j'ai toujours, tu vois, les profs qui, le favoritisme, c'est un truc qui m'a toujours profondément énervé. Le bullying, c'est un truc qui m'a profondément énervé. Moi, j'ai jamais fait ça. Et j'ai toujours bien craché sur la gueule des gens qui faisaient ça. Et non, moi, et pourtant, je te dis, c'est le truc, on m'a toujours dit, putain, mais toi, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Et tout par rapport à mon caractère et ma façon d'être un peu brute de décoffrage. Mais je lui dirais que mais ça lui sauvera la vie et que ça fera d'elle une adulte plutôt chouette, quoi. Donc, franchement, non, de rien changer par rapport à ça. On va changer un Camille. Merci. Bah non, merci à toi, merci beaucoup.
Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustratrice de cet épisode est Marie Casaïs. Elle a déjà eu l'occasion d'illustrer un épisode précédent, mais étant une très grande fan de son travail, j'ai tout simplement voulu lui reproposer, car il m'a paru aussi évident que son travail coloré, gourmand, provocateur se mêlerait parfaitement au parcours de Camille. Merci à elle donc de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté une seconde fois. Allez vite voir son travail de corps illustré sur son compte Instagram, ce sont des véritables pépites et un régal pour les yeux. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.